J'espère que ce deuxième jour de congrès se passe bien pour vous. On va poursuivre dans cette plénière. On va parler de l'intelligence artificielle maintenant. Et évoquer l'intelligence artificielle, ce n'est pas évoquer seulement une technologie parmi d'autres. C'est une rupture, un basculement, une promesse autant qu'un défi. Mais derrière l'innovation, une question essentielle. Quelle place voulons-nous lui donner dans les domaines si sensibles que sont la santé et la protection sociale? Peut-elle renforcer l'accès aux soins, améliorer la prévention, aider les professionnels? L'intelligence artificielle peut-elle être un levier de transformation utile et responsable? Quels usages concrets se dessinent déjà? Quelles limites, quels garde-fous faut-il mettre en place pour garantir la confiance? C'est tout l'objet de cette table ronde qui réunit donc des experts techniques, des acteurs mutualistes et des régulateurs. Je vous demande d'accueillir maintenant Nicolas Gomard, directeur général du groupe Matmut. Nicolas, bonjour, soyez le bienvenu sur la scène. Je vous en prie, asseyez-vous où vous le souhaitez. Michel Combeau, directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL. C'est Commission nationale informatique liberté. C'est commission, je vous en prie. Et puis Émeric Perchamp, responsable du pôle compétences, innovation, recherche à la délégation numérique en santé. Bonjour à vous, Émeric. Je vous en prie, installez-vous. Je le précise, donc la DNS, elle est rattachée directement au ministère de la Santé, de l'Action sociale et de la Sécurité sociale. Et elle pilote les actions de transformation du numérique en santé, la feuille du numérique santé 2023-2027, le Ségur du numérique et la stratégie d'accélération santé numérique qui s'inscrit dans le cadre de France 2030. Justement, je voudrais qu'on commence avec vous pour un peu poser ce paysage et que vous nous rappeliez les objectifs, les opportunités que représente cette feuille de route et la stratégie France 2030, Émeric. La feuille de route, c'est la deuxième saison. Il y a eu une première saison 2019-2023. Là, on est au milieu un petit peu de la deuxième saison avec une ambition d'accélérer. Alors, on va beaucoup se concentrer sur Mon Espace Santé, son déploiement. Aujourd'hui, il y a un quart de la population française qui est actif sur Mon Espace Santé, mais en réalité, il y a 98% de la population française qui a son dossier médical électronique qui est rempli. Un quart, c'est 75% des gens qui ne connaissent pas forcément ou qui n'y sont jamais allés, qui ne l'ont pas encore activé, oui. effectivement. Et d'ailleurs, le ministre Yannick Neuder a dit qu'il fallait accélérer récemment ces choses-là. Ça reste un gros succès par rapport au DMP précédent. Et surtout, les usages vont être développés avec des accès privilégiés, et notamment avec des technologies d'IA pour les professionnels de santé, pour accéder au volet professionnel de Mon Espace Santé. Et c'est un élément clé quand même de la prévention, cet espace santé. Donc il est nécessaire que les gens s'y mettent. Clairement, c'est un élément clé de la prévention. Il y a des programmes spécifiques qui sont en cours d'élaboration avec la CNAM, notamment sur la santé de la femme et la santé de l'enfant dès le plus jeune âge et jusqu'à l'adolescence. Et pour les professionnels, dont vous disiez, c'est aussi important de pouvoir s'y connecter et donc les gens, les informations y sont en tout cas. La télésanté, c'est aussi un des sujets de la... Bien sûr, c'est un sujet de la feuille de route. La télésurveillance est un sujet extrêmement important de la feuille de route en particulier, dans lequel il y a beaucoup d'innovation, dans lequel il y a également énormément d'intelligence artificielle qui se développe. L'idée de la stratégie d'accélération santé numérique, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, elle a été créée maintenant il y a 3 ans. Elle reste pleinement d'actualité, même s'il faut la remettre au goût du jour pour renforcer des aspects IA, notamment dedans. Mais dès le départ, il faut voir que dans cette stratégie, il y a 50% des projets qu'on finance qui sont avec une base d'intelligence artificielle vraiment au cœur du système et non en périphérie. Après, la stratégie, elle vise à travailler sur l'ensemble du cycle de vie des innovations, donc de la formation, la recherche, l'expérimentation, l'accès au marché et au déploiement en France et à l'international, y compris des nouveaux modèles économiques comme la prise en charge anticipée numérique qui est réalisée avec la HAS, qui s'appelle la PECAN. Nicolas Gomard, avant peut-être de parler dans cette table ronde et tout à l'heure de réglementation, de cadre, de transformation, est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord par se dire finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même une révolution incroyable, sensationnelle, avec l'arrivée de cette technologie, qu'on diabolise beaucoup, mais qui est quand même pleine d'opportunités. Oui, merci de le dire. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici pour évoquer ce sujet. Oui, vous avez raison de le dire. C'est d'abord ça qu'il faut dire. C'est une révolution. C'est effectivement une révolution. Et pourquoi c'est une révolution ? Parce que, alors,
les applications d'intelligence artificielle sont extrêmement nombreuses, mais moi j'en vois une qui est particulièrement de rupture, si on peut dire, c'est le fait qu'elle va complètement bouleverser les interactions des citoyens avec les entreprises, avec les professions libérales, voire avec l'administration. Et donc, de ce fait, elle est totalement, encore une fois, elle est assez révolutionnaire. Bon, pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle permet de cumuler à la fois, je dirais, des valeurs, si on peut dire, froides, la simplicité, la rapidité, l'intelligibilité, mais également, et c'est ça qui est un peu plus surprenant et parfois contre-intuitif, une forme de valeur émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que certains systèmes d'intelligence artificielle sont capables de développer une forme d'empathie avec, si on peut dire, leurs interlocuteurs. Et on peut citer, certaines études montrent qu'entre un système d'intelligence artificielle et une relation humaine, aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien, les interrogés considèrent qu'il y a eu plus d'empathie, plus d'émotion dans l'interaction avec l'intelligence artificielle. Et donc, de ce fait, c'est vraiment bouleversant pour le système. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que, évidemment, on parle, vous évoquez le terme de diabolisation, qui est un terme fort. On parle surtout de limites éthiques, et on a raison de le faire. Mais d'abord, il faut avoir cette idée en tête du caractère extrêmement disruptif, du même type qu'Internet, par exemple, encore plus que le smartphone. C'est à cet ordre-là. L'enjeu pour les mutuelles vis-à-vis de leurs adhérents, quel est-il aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est la question des usages d'abord et avant tout ? Oui, alors, il y a un enjeu, en fait il y en a trois. Ça se joue dans trois domaines pour les mutuelles et je dirais pour les entreprises d'assurance en général. Le premier, c'est dans la relation avec les adhérents, je l'évoquais. Allez-y. Le deuxième, c'est dans l'optimisation de leur processus, leur capacité à faire en sorte de gagner en efficacité. Et puis le troisième, c'est dans des sujets un petit peu plus, comment dirais-je, différents, qu'on ne peut pas vraiment classer dans les deux premières catégories, comme la lutte contre la fraude, qui est vraiment un sujet où l'IA peut vraiment se développer. Alors à partir de là, les enjeux, c'est pour relier à ces trois sujets. Le premier, c'est la qualité de l'expérience dans la relation avec l'adhérent. Le deuxième, c'est la compétitivité. Et ça, c'est très important, hein, parce qu'au fond, on est dans un monde, quoi qu'on puisse dire, et quelles que soient nos valeurs, qui sont extrêmement légitimes, on est dans un monde de compétition. Et certains événements récents sont là pour le prouver. Et donc, il faut absolument travailler la compétitivité de nos entreprises. Et l'intelligence artificielle peut y contribuer. Et le troisième enjeu, je dirais que c'est un enjeu de confiance. C'est-à-dire que là où nous ne pourrons jamais concurrencer les entreprises spécialistes dans le domaine, il ne faut pas rêver, on n'a pas les moyens de le faire. En revanche, on peut faire une proposition autour de la confiance, de la façon dont on va utiliser ces techniques. Et en tant que mutualiste, on a vraiment des choses à dire dans ce domaine pour rassurer nos adhérents sur la façon dont nous allons mettre en œuvre ces techniques à leur profit et dans le respect de leurs données, etc. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Michel Combeau, est-ce que justement l'intelligence artificielle, ça n'est pas d'abord et avant tout un sujet d'exploitation de données ? Oui, effectivement, c'est, comme vous le dites, un enjeu d'utilisation de données et de retraiter des données pour après s'en servir. À tel point, c'est qu'on l'IA est une technologie. Alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que ça amène à une accélération très forte du besoin de données, de ses modalités d'exploitation. C'est vrai que la CNIL a eu 47 ans cette année, a vu le développement de l'informatique personnelle, le développement d'Internet, le développement des smartphones, et voir arriver l'IA, mais avec une accélération des considérations. Mais on revient bien, et aussi parfois, les gens nous parlent d'IA, et nous leur dit, revenons d'abord aux données, comment on les exploite, comment on les protège, comment on en tire la valeur nécessaire et suffisante, et comment on crée sa cote de confiance. L'IA nous amène de fait à revisiter les modalités de traitement des données, mais ça ne reste qu'une modalité
parmi d'autres. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal un peu à faire comprendre ça. Si on revient à ce fondamental, eh ben, on avancera sûrement tous ensemble. On reviendra tout à l'heure sur la réglementation, mais juste l'avantage en termes d'exploitation de données, c'est que le cadre est quand même déjà très défini hein, quand on parle de santé. Alors, effectivement, oui, c'est un peu, je dirais, s'il y avait un message que je devais faire passer, en tout cas en tant que NIL, c'est que la santé possède, et surtout la santé, l'exploitation de données de santé en France, hein, parce que c'est vrai qu'on compare nous souvent à d'autres pays, on a un cadre qui est quand même, alors parfois certains diraient rigide, mais en tout cas qui est là, qui est quand même très protecteur hein, des données de santé et de la confiance des citoyens dans ce système-là. C'est vrai qu'à tel point, il y en reviendra plus tard, que même le secteur de la santé n'a pas été vu comme un secteur critique, en tout cas à surveiller dans le cas de règlement IA. Donc c'est pour preuve que les gens considèrent que le cadre de confiance et les garde-fous sont là. Et donc c'est bien sur ces garde-fous, sur ce cadre existant que nous allons pouvoir et que nous construisons déjà le développement de l'IA au bénéfice de l'ensemble de la chaîne de valeur, des mutualistes bien entendu, mais des acteurs de la santé et surtout au bénéfice de nos concitoyens. Alors on reviendra sur la question de la protection des données tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reste sur les usages avec vous, Nicolas Gomard et Aymeric Perchamp. D'abord, peut-être quelques exemples que vous pourriez nous partager aujourd'hui, Nicolas Gomard, sur ce qu'on peut faire de l'IA, comment on peut l'utiliser dans le domaine de la santé. Et vous, à la Matmut, par exemple, aussi, quelques exemples. Oui, bien sûr. Bon, il y en a de très nombreux. Hein. Bon, la santé, tout le monde connaît évidemment les capacités de l'intelligence artificielle en matière d'analyse d'imagerie. Qui sont évidemment décuplés et qui vont bien au-delà des capacités humaines, en termes d'analyse, en tout cas, de clichés d'imagerie. Mais on peut aussi en prévention. Mais bien entendu, et surtout, moi, ce qui m'intéresse plus dans cette affaire, c'est parce que là, on s'adresse à des professionnels, ce qui m'intéresse plus, c'est la capacité du citoyen à s'emparer de ces technologies pour véritablement prendre davantage en charge sa santé. Et je prends un exemple. Vous avez, alors évidemment, vous connaissez tous ChatGPT, évidemment. Vous avez un bilan médical, vous faites une photo du bilan médical, vous le soumettez à ChatGPT, vous avez une analyse intelligible, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a des comptes rendus d'analyse, hein, vous le savez, intelligible, parfaitement clair, qui vous explique ce qu'il en est de votre bilan. Et alors ensuite, vous pouvez lui dire, dans ces conditions, que dois-je changer et comment dois-je m'alimenter? Et là, donne-moi les repas d'une semaine, matin, midi et soir, qui me permettent de faire en sorte d'améliorer ma santé. Et il répond, mais bien sûr. Et il fait donc une description de l'ensemble des repas à prendre. Il ne vous donne pas l'espérance de vie, par contre. Hein. Ça, non, pas encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que alors évidemment, il faut être prudent, et ces choses-là ne sont pas encore totalement fiables, mais à l'avenir, les choses vont s'améliorer. Mais c'est vraiment un outil d'une simplicité, d'une forme d'ergonomie qui fait que ça va favoriser cette prise en charge. Bon, il y a ensuite d'autres applications. Je pense, on évoquait ce matin, et ça a été évoqué par Eric lors de son allocution, la nécessité de la pertinence des soins, la nécessité d'améliorer les parcours, de les rendre plus efficaces, plus optimaux. Or, de ce fait, une analyse d'IA permet de préparer un rendez-vous avec un médecin de façon à gagner du temps, permet aussi probablement d'éviter, dans une certaine mesure, hein, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais dans une certaine mesure, la redondance de soins. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage de manière générale. Et pour une entreprise comme la nôtre, je le disais, hein, agent conversationnel, capacité pour nos gestionnaires à avoir accès à l'ensemble des garanties des contrats sans avoir à dérouler un dictionnaire très compliqué, capacité également à produire des rapports réglementaires de façon automatisée, capacité à lutter contre la fraude, etc. etc. Il y a énormément d'applications. Aymeric Perchamp, quels usages aujourd'hui de l'intelligence artificielle sont déjà soutenus concrètement par la stratégie dont on parlait tout à l'heure de santé numérique? Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de terrain? Alors on a plein de premiers retours, mais avant je voudrais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. D'un côté, je suis complètement d'accord. En même temps, il y a un risque que je ne peux pas ne pas citer ici, c'est que quand vous prenez en photo votre bilan médical et que vous le proposez à ChatGPT, les données derrière sont utilisées par OpenAI, qui est une boîte américaine. Et puis également,
vous avez des recommandations faites à partir d'une base d'apprentissage qui n'est pas connue, qui n'est pas transparente et on se doute qui est majoritairement sur des données de santé qui a été achetée aux États-Unis. Mais on peut demander à ne pas partager les données, c'est possible ça. Il y a un onglet qu'on peut. On peut demander. Le niveau de garantie qu'on a là-dessus est très très faible, comme ça a été relaté notamment dans la commission d'enquête sur les achats publics, sur les interviews de Microsoft notamment et d'autres acteurs. Donc il y a une vraie difficulté et un vrai enjeu de souveraineté. D'ailleurs, dans la stratégie santé numérique, pour revenir quand même un petit peu à votre question, on essaye toujours de favoriser des usages sur des données qui sont souveraines et avec des technologies qui sont souveraines. Ce n'est pas le cas dans 100% des... Il y a un principe de réalité qui doit être appliqué, mais on vise vraiment quand même à ces enjeux de souveraineté qui est porté par le gouvernement et qui est extrêmement important. Après, des cas d'usage, on en a vraiment des nombreux. Il y en a qui sont orientés patients sur de la prévention, donc, par exemple sur du bien vieillir, la prévention, détecter des signaux faibles pour pouvoir maintenir l'autonomie, sur des liens avec le professionnel de santé, avec la prise de notes automatique d'un compte rendu pour redonner du temps aux patients. Et ça, on a financé Nabla, par exemple, la société, dès 2022, vraiment au moment de l'émergence de ces IA génératives. Et c'est quelque chose qui marche bien, qui se développe, hélas, plus aux États-Unis qu'en France, mais on essaye de les accompagner pour se développer en France. On a également des thérapies numériques, on appelle des DTX en anglais, mais thérapie numérique est aussi très bien en français, où on va appliquer le numérique pour essayer d'orienter soit le comportement, soit orienter des médications directement pour le faire. Donc il y a vraiment également une foule d'usages qu'on n'a pas le temps de citer intégralement ici et qui se développe beaucoup, avec peut-être une distinction entre vraiment deux grandes catégories, j'ai envie de faire, même si il y a autant d'IA que d'applications, que de techno, que de personnes. Il y a vraiment les IA génératives sur lesquelles vous allez avoir une interface en langue naturelle qui est quelque chose de vraiment émergent. Et souvent, quand on parle d'IA aujourd'hui, les gens ont souvent en tête ces technos-là, avec du chat GPT, avec Mistral AI également qui marche, je trouve, tout aussi bien et qui est souveraine que chat GPT, que je vous encourage plutôt à utiliser d'ailleurs que chat GPT. Des IA sur lesquelles le terme en fait existe depuis extrêmement longtemps. Et moi, j'ai fait ma thèse en IA à la fin des années 90. C'était une thèse en IA, mais à l'époque, c'était pas à la mode. Donc, on n'appelait pas ça IA. Donc, j'ai un doctorat qui s'appelle pas en IA, mais qui était effectivement de l'IA avec d'autres technos. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle IA, et c'était d'ailleurs très bien souligné dans le rapport de Cédric Villani en 2017-2018. En fait, des IA, il y en a plein et c'est extrêmement difficile à définir. Et d'ailleurs, le règlement IA dit que c'est extrêmement large. Donc, quand on dit nous, on finance de l'IA depuis longtemps, mais oui, sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache, il y en a vraiment plein de typologies différentes, beaucoup avec de l'apprentissage. Au sens de la HAS, c'est quand il y a de l'apprentissage. Au sens du règlement, c'est beaucoup plus large qu'au sens de la HAS. Donc des usages, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas tous avec cette interface extrêmement humaine qui est extrêmement importante, où il y a également des enjeux éthiques. Dire qu'une IA est empathique, c'est la perception de l'utilisateur, ce n'est pas une réalité non plus de la technologie qu'il y a derrière. Parlez-moi de MediTwin, c'est quoi MediTwin en fait ? MediTwin, c'est un projet de jumeaux numériques, de simulation, qui a été financé sur France 2030 sur un IDEMO, qui implique des instituts hospitalo-universitaires, il y en a 7 dedans, l'INRIA et Dassault Systèmes, qui visent à créer des jumeaux numériques à l'échelle de l'organe ou à l'échelle métabolique, de façon à pouvoir faire plein de choses, simuler des traitements, réaliser des meilleurs diagnostics, notamment avec des cas d'usage en neuro, en onco et en cardio, précisément. Ça sert à quoi d'avoir le jumeau numérique en fait ? Le jumeau numérique, ça permet de ne pas tester directement des choses sur le patient et de simuler les choses avant de le faire dans la vraie vie. Numérique des organes du patient. On teste avant de le faire sur le patient. Ce qui fait qu'on sait on a des bonnes idées de savoir ce qui va marcher avant que ce soit déployé sur un patient. Et ça, on peut le faire dans un temps extrêmement court. Ça existe et ça fonctionne. C'est en cours de développement, dire que ça existe. Il y a des cas d'usage également qui sont très très vieux, qui ont été développés par l'INRIA en cardiologie ou sur des interventions. Ça a été créé fin des années 90, début 2000. Ça ne s'appelait pas des jumeaux numériques à l'époque, mais c'en était en fait des technologies, et notamment poussées par l'INRIA, sont extrêmement anciennes. On a une compétence, un savoir-faire et un talent en France au niveau de la recherche publique qui est extrêmement important sur ce domaine.
Nicolas Gomard, tout à l'heure, vous avez parlé des relations avec les adhérents, vous avez parlé aussi de la prévention, et vous avez évoqué aussi l'IA comme levier de transformation aussi, et d'efficience pour les mutuelles. Vous, par exemple, vous le voyez dans quel... Alors vous avez parlé de la lutte contre la fraude, c'est un exemple? Oui, c'est un exemple. Avant de revenir sur ce point, l'exemple que je citais tout à l'heure, bien entendu, je souscris complètement à ce qu'a dit Aymeric sur la nécessité, de protéger les données. D'ailleurs, à la Matmut, nous avons fait le choix de stocker nos données avec un opérateur français. On reviendra tout à l'heure. Non, mais juste pour dire qu'effectivement, je citais l'exemple du ChatGPT, il est probablement plus intelligent et plus efficace d'utiliser Mistral AI. Mais c'était juste à titre d'illustration et avec les précautions d'usage sur la nature, effectivement, qu'il est nécessaire de rappeler. S'agissant de la transformation, oui, j'évoquais les différentes possibilités dans les processus internes de l'entreprise qui utilisent de plus en plus l'IA comme étant un élément d'accompagnement du travail des collaborateurs. Je dirais même que, et là je vais peut-être un peu bousculer certaines idées reçues, d'accompagnement et de remplacement de certains travaux des collaborateurs. Il faut savoir aller jusque-là. Il y a un certain nombre de tâches, mais ça a toujours été vrai avec l'ensemble des évolutions technologiques, qui, à terme, seront exécutées par la technologie et par l'IA, et qui commencent à l'être. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un problème d'emploi. L'emploi sera préservé, puisqu'il y aura d'autres fonctions qui seront créées en même temps. C'est toujours ce qu'on a observé. Et donc, c'est effectivement très transformant. La question, c'est la rapidité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va très, très vite. Ça va très, très vite, et ça va, comme beaucoup d'innovations technologiques, beaucoup plus vite auprès du consommateur final que dans les entreprises. Ce qu'on observe, c'est que les entreprises mettent plus de temps à s'adapter à cette nouvelle donne pour tout un tas de raisons, sans doute liées à des problématiques de sécurité, liées à des problématiques de projets informatiques qui mettent plus de temps, etc. Et on voit que là où il y a beaucoup de discours, il y a encore un certain nombre d'initiatives qui sont prises, mais qui sont encore modestes au regard des enjeux et des potentiels de ces technologies. Là où même, et l'exemple que je citais, montre que le consommateur final utilise beaucoup ces technologies aujourd'hui à titre personnel et de plus en plus. Ça nécessite quoi en termes de dirigeants d'une entreprise comme la vôtre, en termes de vision? Parce que vous dites que ça va beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Alors, moi je dis, ça va vite dans l'utilisation par les consommateurs. Donc la vision, c'est effectivement d'anticiper. Le principal sujet, à mon avis, pour un dirigeant d'entreprise, c'est la révolution de l'interaction avec son client. Et c'est là qu'il faut s'organiser pour probablement dédier des équipes à ce sujet-là, indépendamment du reste, si on veut avancer suffisamment rapidement. Clairement, il faut s'attendre à une situation où nos adhérents, nos clients, nos sociétaires, enfin suivant les formes de structure, s'adresseront à l'entreprise. Ça sera fini, les choses où on écrit, on remplit un formulaire sur Internet, ça c'est terminé. Ça sera uniquement oral, avec des réponses en langage naturel sur l'ensemble des prestations de l'entreprise. J'irais même jusqu'à dire qu'à terme, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais chaque personne aura son propre agent qui sera à son service et qui ira interroger les entreprises sur tel ou tel sujet, un contrat d'assurance, etc. Donc, ça c'est un des aspects. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, vous cherchez un contrat d'assurance, le réflexe, c'est d'aller sur Google et puis excusez-moi, je cite à nouveau un opérateur étranger. Vous allez sur Google et vous dites, je cherche une assurance, une complémentaire santé. Demain, ça c'est fini. Demain, je vais vers un outil type Mistral AI, on va dire, et lui dit quelle est la meilleure assurance santé du moment. Et là, ça bouleverse complètement la façon dont les organismes doivent s'organiser pour être bien positionnés dans la réponse qui va être faite par le... Comment vous êtes structuré, vous, en interne? Vous avez une équipe dédiée aujourd'hui? Combien de personnes? Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. C'est vraiment l'actualité. Combien de personnes? Quelques dizaines. C'est pas nécessairement... Ouais. Oui, mais il faut du monde quand même. C'est un travail important.
Je reviens sur les usages toujours, Aymeric Perchamp. Vous avez parlé un peu de l'espace santé tout à l'heure. On peut imaginer à terme des parcours de soins beaucoup plus fluides, je sais pas, de l'alerte auprès des patients par rapport à sur la prévention du diabète, etc. etc. C'est en cours déjà ça aujourd'hui. C'est quoi les usages qui nous attendent grâce à mon espace santé notamment, parce qu'on sent qu'il y a un potentiel énorme. Oui, tout à fait. Il y a un potentiel énorme sur mon espace santé. Pour autant, la petite nuance sur mon espace santé, c'est qu'aujourd'hui, de façon à favoriser la confiance de tous, il a été fait le choix, dès le départ, de ne pas ouvrir immédiatement les données à la recherche. Donc, on ne peut pas utiliser les données à des fins de recherche sur mon espace santé. Aujourd'hui, ça changera dans le futur. L'enjeu numéro 1, c'est la confiance, l'usage, pour avoir suffisamment de documents et le rendre finalement plus pertinent à terme sur la recherche. Petite parenthèse, quand je dis à terme sur la recherche, c'est mars 2029, quand le règlement sur l'espace européen des données de santé rentrera en application, pour des usages légitimes qui seront contrôlés au titre de ce règlement et sur lequel, évidemment, le règlement général sur la protection des données s'appliquera également. Des chercheurs, donc sur un usage légitime, pourront y accéder pour le faire. Donc, nous, on s'apprête effectivement à cette transformation. À court terme, les transformations, c'est plus comment l'intelligence artificielle peut exploiter, utiliser l'IA. Il existe, mais aujourd'hui, c'est à la marge, des applications tierces qui peuvent se connecter à mon espace santé et qui peuvent faire usage de l'IA. On peut citer, par exemple, Weezings dedans, qui est connecté, qui pourra très prochainement échanger des données, faire des conseils personnalisés en termes de soins quotidiens, de bilan santé à partir des paramètres qu'il relève. Et puis, il y a la face un peu plus cachée de mon espace santé, qui est l'interface pour les professionnels de santé, dans lesquels il existe déjà des outils, comme Santélia par exemple, qui permet à un professionnel de santé d'aller interroger donc le DMP, la partie documentaire, de façon à pouvoir interroger directement tout un corpus documentaire extrêmement important pour avoir une information précise. Aujourd'hui, ce n'est pas extrêmement déployé, mais c'est fonctionnel. À la DNS, on a des médecins qui travaillent avec nous, qui sont en activité, qui sont des utilisateurs, et donc qui nous font également des débriefs de ce type de fonctionnalité extrêmement utile. Sur les sujets d'autonomie des patients, de vieillissement, de santé mentale, qui sont des sujets de préoccupation majeure, on imagine quels usages aujourd'hui ? Alors, il y a des usages qui sont déjà programmés. Il y a un grand défi sur la santé mentale et dispositifs médicaux, un autre sur le bien vieillir, qui sont pilotés par la DNS. Et il y a déjà beaucoup d'usages qui sont prévus uniquement sur ces deux verticales santé. Il y a beaucoup de prévention sur le bien vieillir pour trouver notamment des signaux faibles, des choses qui sont difficiles. L'avantage de l'IA aussi, c'est qu'on peut le faire ce qu'on appelle en vie réelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est le médecin qui va utiliser l'IA. On peut interagir de façon totalement transparente ou de façon interactive avec des IA qui vont permettre de détecter des signaux faibles, d'anticiper des chutes, de façon à prévenir le médecin. Et notamment, il y a un enjeu sur le bien vieillir de maintenir l'autonomie des personnes. Et là-dessus, la prévention est absolument essentielle. Sur la santé mentale, il y a de nombreux exemples sur des troubles neurologiques, sur des troubles bipolaires, sur de l'anxiété, sur de la dépression, pour soit accompagner le patient, soit pour prévenir, soit dans des phases de soins ou de télésurveillance, qui sont autant de scénarios. Et en fait, on a beaucoup d'instruments financiers qui existent pour financer vraiment toutes les étapes, depuis le développement jusqu'à l'adoption, l'achat, voire les remboursements, évidemment, de ces technologies qui étaient un chantier gigantesque de la stratégie santé numérique. Alors on va parler de la réglementation, Michel Combeau, mais on était obligé de passer par ces questions des usages, qui est quand même centrale. On est d'accord avant de parler de réglementation ? Oui, je pense que d'ailleurs, c'est aussi pour nous un point important, je dirais à la CNIL, c'est d'abord de repartir des usages. Parce que si vous partez de la réglementation, finalement, la réglementation est un outil au service, bien entendu, de la protection de la vie privée et pour cet équilibre entre l'innovation et la protection de la vie privée. C'est aussi pour ça que la CNIL a été créée. Dans CNIL, il y a le I d'informatique et le L de liberté. Donc, l'enjeu de dire, voilà, on va d'abord partir de l'usage, c'est aussi pour nous le meilleur moyen d'appréhender des cas concrets. Et notamment, lorsqu'on parle d'IA en santé,
Et ça fait déjà plusieurs années que l'on se penche sur le sujet. On n'a pas attendu l'arrivée de ChatGPT, bien entendu. Sans remonter aux années 90, effectivement, quand on parlait de réseau de neurones, moi aussi j'ai fait un stage de réseau de neurones pour la reconnaissance vocale, c'était de l'IA. Et c'est pour ça que nous, on cherche aussi à bien distinguer ce qu'il y a de l'IA générative, hein, va aussi, notamment au travers des agents, apporter beaucoup de choses. On le voit dans le domaine de la santé, quand on parle d'imagerie médicale, on est sur de l'IA profonde, sur des réseaux neuronaux. Alors est-ce que c'est du contextualisme ou d'autres formes je dirais d'IA? Ça, c'est effectivement un débat de techno. Mais l'enjeu, ça a été pour nous, en tout cas, de prendre par les usages et d'accompagner les acteurs depuis plusieurs années. Et l'enjeu, si on parle des usages, c'est qu'il faut aussi, la réglementation, on essaie de le prendre dès le départ. Quand les gens ont une idée, le mieux, c'est d'en parler et de voir comment on applique en fait les concepts de la réglementation dès le départ. Et l'enjeu pour nous de partir des usages, ça nous permet aussi concrètement de voir comment le RGPD s'applique. Si on essaye de faire une fiche en disant IA en santé, RGPD, vous pouvez faire un très bel exposé théorique, mais ça n'a pas aidé. Des usages. Voilà, et ça n'a pas aidé, ça ne va pas faire avancer, je dirais la chose. Donc l'enjeu, en partant des usages, on se pose des questions concrètes et comment la réglementation s'applique, comment la conception de l'usage doit être faite pour pouvoir effectivement être déployée. On va voir que la réglementation, là, elle évolue en ce moment. Juste une question très générale par rapport aux Français aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont désireux d'une réglementation plus forte, d'une protection des données très importante? Est-ce que vous les avez sondés? C'est quoi un peu leur volonté sur ces sujets? C'est vrai que nous, on le rappelle, la CNIL, au titre du RGPD, a une activité d'accompagnement, une activité aussi de recueil des plaintes. Alors c'est vrai que parfois, on a eu 17 000 plaintes à traiter en 2025 et ce nombre augmente. Bien entendu, pas qu'en santé, mais sur l'ensemble des sujets. La santé n'est pas le secteur... 17 000 plaintes sur le sujet des données. Sur le sujet du RGPD, donc de l'exploitation des données personnelles. Alors je vais faire un spoiler, la santé n'est pas le numéro 1, ce sont les enjeux de publicité, de télécom, de prospection commerciale. La santé, je crois, c'est 10 ou 15% des plaintes. Enfin, c'est raisonnablement... Mais c'est là aussi, pour nous, un bon indicateur. Et quand les gens vont moins parler de réglementation, finalement, ils savent qu'il y a la CNIL. Et ils connaissent d'ailleurs plus la CNIL que le RGPD. Ils savent que leurs données ne circulent pas n'importe où. Par contre, c'est vrai qu'ils sont attachés à comprendre et être informés. Oui. Je vais citer un exemple qui n'a à voir avec l'IA, mais pas forcément la santé. On a eu de nombreux échanges depuis plusieurs mois avec Meta, donc le groupe américain qui développe Facebook, qui avait retardé le lancement de son moteur d'IA en Europe pour voir quel cadre est appliqué et quelle recette appliquer. Et on s'est rendu compte, on a beaucoup travaillé avec Meta et nos homologues irlandais qui régulent à titre principal Meta pour l'information du public. Et on a eu le sentiment on a reçu très peu de plaintes en fait par rapport à d'autres sujets sur le sujet parce que les gens avaient été informés et ils ne se disaient pas contre le développement de ce système, mais en disant comment je fais pour maîtriser mes données, si je veux m'opposer à ce que mes données soient réutilisées par le moteur, comment je fais? Et donc, ils avaient des questions pragmatiques. Et donc, si on revient finalement pour nous au questionnement, ce sont des questions de confiance et des questions de pragmatique. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe avec mes données? Donc, on sent les usagers attachés à l'information, mais finalement, notamment dans le domaine de la santé, les gens sont quand même très ouverts à ce qu'ils peuvent comprendre qu'on va utiliser leurs données de la santé pour améliorer la recherche, pour améliorer le diagnostic, pour améliorer la prévention. Alors, la lutte contre la fraude, c'est effectivement toujours un peu plus complexe, mais ça, de toute manière, ils savent très bien qu'il faut aussi pouvoir avoir ce genre de système pour donner la confiance dans le système. Mais on le voit que l'enjeu, c'est bien de se replacer du point de vue du citoyen. Et pour lui, réglementation, finalement, c'est pas l'important. Pour lui, c'est comment mes données sont protégées et comment j'exerce mes droits. Et c'est là l'enjeu où on a collectivement un enjeu de bien expliquer comment les systèmes fonctionnent, comment les gens peuvent être en maîtrise de leurs données. Et après, ils auront confiance. Parce que la confiance, elle découle d'un cadre d'information et de transparence. Et c'est que parfois, on a des échanges avec les acteurs qui nous disent « Oui, mais bon, vous nous en demandez trop. » Oui, mais c'est plus vous donnerez confiance et plus les gens vous laisseront utiliser leurs données. On a eu le même débat sur la publicité en ligne, où on a imposé, quand les gens mettent des cookies donc pour tracer et mettre des publicités ciblées, les gens avaient peur qu'avec ça, et le fait que les gens puissent s'opposer ou non, puissent donner leur accord de manière préalable aux cookies, ils avaient un peu l'impression que ça allait mettre fin à la publicité ciblée. Et on a fait un sondage, là, on va en publier quelques données. Non, en fait, on regarde, en fait, là, il y a 2 tiers des gens qui acceptent la publicité ciblée, quand bien même on leur demande avec un petit panneau, tout le monde a ça, quand vous allez sur un site. Beaucoup, 2 tiers qui cliquent sur accepter. Exactement, en fait, ça n'a pas baissé
Effectivement, c'est assez constant. Ils le savent. Ouais. Ils le savent. On cite souvent ces exemples-là parce que les gens nous disent oui, mais vous nous imposez. Mais on leur dit quand vous êtes transparent, les gens ont confiance et les gens, ils sont ouverts, par exemple, à la publicité ciblée. Alors effectivement, Vous savez quoi? On va faire un sondage. On peut allumer la salle? On va voir qui clique sur accepter quand il va sur un site internet. Je serais curieux. 75%, ça me paraît énorme. Alors qui clique sur accepter? Allumons la salle. Ben oui, mais Ça va peut-être dépendre du site en question. bien sûr, évidemment, mais quand même, très bien. Ok, c'est un petit sondage en direct. et donc voilà, c'est pour vous de donner que l'enjeu, c'est que l'information soit transparente. Et il faut faire confiance aux usagers, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les gens nous disent oui, mais bon, ils vont pas faire confiance, c'est le constat de départ. Informer, bien entendu, et qu'ils sachent qu'il y a un effort qui est fait pour ne prendre les bonnes données. Et ils comprennent que l'IA demain peut leur apporter des choses si on prend le temps de leur expliquer. Alors là, vous avez besoin justement de nous expliquer les choses de manière très claire, Michel Combeau, puisque là, il y a le RGPD, vous en avez parlé, et maintenant, il y a un règlement européen sur l'IA qui arrive, qui s'appelle l'IA Act. Je voudrais que vous nous expliquiez en quoi il consiste, mais surtout ce qui le distingue du RGPD. Est-ce que c'est une couche supplémentaire? Qu'est-ce qu'elle apporte? Vous n'avez pas 5 minutes pour nous l'expliquer. Il va falloir faire preuve de grande pédagogie et qu'on comprenne bien. Allons-y. Oui, on pourrait faire une thèse sur leur... Enfin, c'est vrai qu'on a quand même un enjeu, et on le dit clairement, c'est qu'on a un empilement des réglementations. C'est pas propre au domaine de la santé. Vous discutez avec des banques qui vous diront, ou aux assurances, qu'ils ont aussi tout un tas de réglementations. C'est vrai que le règlement IA était venu pour essayer de donner une réglementation, une couche transversale, en disant, c'est vrai qu'on voit, il y a des réglementations de données générales comme le RGPD, vous avez des réglementations sectorielles en santé ou dans d'autres domaines. Et là, le RIA est venu rajouter une forme de troisième couche. Donc c'est vrai que le règlement IA... Elle était nécessaire ou pas, cette troisième couche? Non, d'accord. Je réserverai ma réponse. En fait, je pense que côté français, on était assez réservé. Déjà, voilà, c'est ça. C'était pas assez réservé parce qu'on a D'accord. le sentiment, c'est vrai qu'il y a quand même, quand vous prenez le domaine de la santé et l'utilisation des données personnelles dans le domaine de la santé, vous avez déjà l'URGPD, vous avez déjà toute la réglementation en matière de santé. On peut vivre avec, on peut développer des systèmes d'IA et on peut créer un cadre de confiance qui est déjà là. Donc ça ne remplace pas les exigences RGPD, ça les complète. Allez. On va essayer de prendre le côté positif et le côté plein du verre en considérant qu'on va le mettre en œuvre en essayant que ça vienne compléter et pas complexifier la chose. Le règlement IA, c'est un règlement, ce qu'on appelle de la surveillance de marché. Alors, les gens qui développent des dispositifs médicaux le savent. La surveillance des marchés, c'est que vous avez un cahier des charges, une norme, vous la mettez en œuvre, vous dites c'est bon, je suis certifié, soit vous auto-certifiez, soit vous passez par une entreprise qui va vous dire votre dispositif est conforme à la norme. Puis après, vous avez une autorité, en l'occurrence, pour les dispositifs médicaux, c'est l'ANSM, donc l'Agence nationale de surveillance du médicament, qui va surveiller effectivement ces marchés, qui va dire oui, je vais faire un contrôle, est-ce que le dispositif est conforme ou non. Le RIA, c'est exactement la même chose, vous avez un système d'IA, vous direz il est conforme, il est à haut risque ou pas à haut risque. Je me conforme au cahier des charges pour m'assurer notamment, les grands enjeux, c'est éviter les biais et les discriminations, garder le contrôle sur le RIA, c'est-à-dire qu'effectivement on parle d'agent, mais même un agent ne peut pas être totalement autonome, ça c'est le RIA qui l'impose, et donc le RIA effectivement un certain nombre d'obligations, il y a des usages interdits, on ne peut pas faire un système d'IA qui va discriminer, surtout dans le domaine de la santé, ce sera un élément important. Ça vous déclarez, vous organisez en interne pour faire le suivi de vos systèmes d'IA. Et après, il y aura du contrôle. Donc, on va dire que le RIA, c'est un peu un règlement sur... On va faire une comparaison entre le moteur et l'essence. L'essence, ce sont les données. Le moteur, c'est le système d'IA qui va, en schématisant... Et c'est vous, la CNIL, qui est en charge du contrôle. Effectivement, sur le règlement IA, je dirais, l'encre n'est pas encore sèche. On aura, nous, un centre de marché à surveiller avec la CPR, par exemple, dans le domaine bancaire, ou avec les DGCCRF pour certains usages précis. Et on aura effectivement le contrôle pour nous assurer, mais de manière complémentaire au RGPD. C'est-à-dire que nous, on va regarder, quand un système d'IA utilise des données personnelles, comment il le fait et comment il doit le faire. Et après, on va compléter en disant, mais est-ce que mon moteur, mon système d'IA, est-ce qu'il a bien été designé? Est-ce que l'entité va être bien en contrôle? Donc, on va avoir une logique de complémentarité par rapport à des points qu'on n'aurait pas forcément regardés, même si, par exemple, le RGPD est déjà très complet. Notre enjeu, en tout cas, côté usager, côté entreprise, c'est pas de rajouter une complexité, c'est d'avoir une approche complémentaire pour que l'enjeu soit plus souple. Mais notre office premier et notre priorité sera bien entendu l'application du RGPD. Un commentaire?
Oui, un commentaire. Effectivement, il y avait des choses quand même que le règlement IA apporte, et il y a des choses aussi qui l'assouplit. C'est-à-dire que certes, il y a un empilement réglementaire, mais il y a aussi des nouvelles possibilités et un cadre. Le règlement IA, il est dans le même esprit que le règlement sur les dispositifs médicaux, ce qui fait que la transposition, pour quelqu'un qui fait un dispositif médical à base d'IA, ça ne va pas normalement lui changer énormément la vie. C'est les mêmes interlocuteurs, c'est les mêmes règles du jeu, c'est basé sur des analyses de risque, pour faire très simple. Donc ça ne change pas. Par contre, ça va apporter un cadre supplémentaire à d'autres IA potentiellement à haut risque qui aujourd'hui sont pas du tout sous contrôle, sous surveillance. Il n'y a pas d'enjeu d'évaluation, il n'y a pas d'enjeu également d'éthique par rapport à ces IA. Est-ce que ça couvre bien la population? Suivant la couleur de la peau, est-ce qu'en dermato, je vais avoir des conseils qui sont adaptés? Est-ce que suivant ma santé mentale, je vais avoir bien ça? Quelle est la traçabilité du corpus documentaire à partir desquels est fait de l'apprentissage? Et il y a un enjeu d'information qui est derrière. Néanmoins, sur un cas précis, ça peut apporter de la souplesse. C'est qu'aujourd'hui, le règlement IA permet de remettre en cause le règlement sur les dispositifs médicaux par rapport à la capacité d'apprentissage en continu des systèmes d'IA à haut risque que sont certains dispositifs médicaux, voire même la plupart des dispositifs médico-numériques. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour essayer de relâcher cette contrainte qui était une contrainte de la loi souple, la soft law, où finalement, sur le règlement DM, une IA devait être figée, c'est-à-dire qu'elle n'apprenait plus. Une fois que vous l'utilisez, qu'elle a été validée, elle n'apprend plus et il faut l'utiliser telle qu'elle. Et ça suppose de faire des mises à jour extrêmement coûteuses. Demain, nous, ce sur quoi on essaye de travailler au niveau français, mais nos homologues allemands sont complètement alignés avec nous ainsi que d'autres pays, d'essayer d'assouplir le règlement DM et cette soft law pour dire explicitement qu'on peut faire des systèmes d'intelligence artificielle qui sont à haut risque et qui apprennent en continu, mais qui doivent être contrôlés, qui doivent avoir des nouvelles méthodes d'évaluation, qu'on finance par ailleurs sur la stratégie santé numérique, et qui vont permettre d'avoir des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus à la pointe, mais pour autant qui sont quand même un petit peu sous contrôle, contrairement à ce que font notamment nos collègues chinois et nos collègues américains, qui sont un petit peu balbutiants sur ce côté-là également, qui ont fait un pas en avant et qui font un pas en arrière et qui font un pas en avant. En réalité, on ne sait pas vraiment ce qui est autorisé maintenant, aujourd'hui, ou ce qu'il sera dans 2 mois aux US sur ces aspects-là. Cette surcouche de réglementation, Michel Combeau, est-ce qu'elle ne va pas freiner l'innovation des entreprises? Est-ce que vous n'avez pas déjà des entreprises qui viennent vous voir en disant non, vous nous en rajoutez encore une alors qu'on était déjà quand même pas mal serré? Est-ce que vous, à la CNIL, vous prenez les devants et vous les accompagnez justement dans ces démarches-là? Racontez-nous. Oui, je pense que c'est bien Avec France l'enjeu. Travail notamment, je crois que vous faites des choses. Oui, je pense que c'est bien l'enjeu, qui n'est pas propre à l'IA, qui est un sujet global de réglementation et d'innovation. Et c'est vrai que la CNIL, j'ai envie de dire, on a su, et on espère en tout cas avoir su prendre ce défi depuis de nombreuses années. Il y a l'Internet, les smartphones, maintenant l'IA. Clairement, c'est en tout cas un enjeu pour nous d'être assez pragmatique, mais ferme sur le respect des libertés et la protection de la vie privée. Mais une fois qu'on a posé ce cadre-là, l'enjeu, c'est de voir comment on accompagne. Ce qui n'est pas totalement simple, parce qu'on a eu, effectivement, on accompagne des gens dans le domaine de l'IA santé depuis de nombreuses années, pour leur permettre, dès la conception, c'est l'important. Ce que si vous faites et si vous insérez la protection de la vie privée dans la conception de l'innovation, vous êtes pérenne et vous êtes capable aussi de donner un cadre de confiance dès le départ à votre innovation. C'est vrai que parfois on a eu des difficultés dans certains accompagnements. Les gens ne voulaient pas prendre cet élément-là en tête. Quand vous discutez des investisseurs, ils vont vous dire « oui, mais bon, les startups, il faut d'abord qu'elles fassent un service, un marché, et on verra après la mise en conformité ». On se rend bien compte, on a eu le cas par exemple, alors pas dans le domaine de la santé, mais dans d'autres domaines, qu'une fois que la startup s'est lancée, qu'elle a ses premiers clients, c'est compliqué après de faire évoluer les spécifications pour prendre en compte la protection de la vie privée. Et c'est là où on a un vrai enjeu, c'est de parler de privacy by design, donc de conception, de protection de la vie privée dès la conception, je dirais, des services. Et nous, on a accompagné, on a des bacs à sable réglementaires justement pour accompagner soit une start-up, soit le développement des nouveaux services au sein des grandes entreprises. Il y a une question de confiance aussi, parce que l'idée, c'est que si on accompagne, ce n'est pas pour les contrôler le lendemain. Clairement, ça, c'est un engagement, on le fait, on donne le temps aux entreprises de se mettre en conformité, mais on est capable de trouver des solutions pour avoir de la conception, de la vie privée, protection de la vie privée dès la conception. Et ça, clairement, si on fait ça, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous créez une innovation qui sera par nature de confiance vis-à-vis des usagers et vous avez la capacité de vous développer bien plus vite que d'essayer de faire après rentrer un service dans une réglementation. Ça, effectivement, c'est toujours le plus compliqué. Il ne reste pas beaucoup de temps et puis je voudrais qu'on donne la parole à la salle et je voudrais qu'on échange sur relations fédération nationale et CNIL.
Tout à l'heure, Éric Chenu a dit dans son introduction, mais laissez-nous aussi utiliser beaucoup plus les données pour favoriser notre innovation et développer des approches plus personnalisées auprès de nos adhérents. Je voudrais d'abord que vous nous disiez, vous, quelles sont vos relations, comment vous estimez les relations que vous avez avec les fédérations, et peut-être, tiens d'ailleurs, Nicolas Gomard, comment vous estimez les relations fédération avec la CNIL, et qu'est-ce que vous attendez d'elle? Les relations sont excellentes. Bah, bien sûr, évidemment. Je ne l'ai pas dit, vous êtes président du comité stratégie numérique, c'est ça ou pas? Oui. C'est comme ça, Oui. de la fédération. Oui, absolument. Non, je crois que moi, je vais simplement rebondir sur ce que disait la ministre il y a quelques minutes. Il y a deux axes importants qui contribuent à l'amélioration de la situation du financement de la protection sociale en France. Le premier, alors je vais citer dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Le premier, c'est la prévention. Et la prévention, le sujet des données en matière de prévention est évidemment un sujet central. Et dans ce domaine, ce que nous appelons de nos voeux à la Fédération, c'est effectivement un dialogue avec la CNIL qui nous permet justement, dans le cadre des objectifs de prévention, d'avoir un accès peut-être un peu plus aisé aux données de santé de nos compatriotes. Voilà, ça c'est qu'il n'est l'est aujourd'hui, mais évidemment avec beaucoup de garanties. Hein. On est tout à fait... et je souscris complètement à ce que vous disiez. Vous êtes des gens responsables. Exactement, et je souscris complètement à ce que vous disiez tout à l'heure sur la confiance qu'apporte ce cadre à nos concitoyens. Donc ça, c'est la première chose, la prévention. Et la deuxième chose, c'est effectivement la lutte contre la fraude, qui a été citée comme quasiment une grande cause nationale par la ministre, et à juste titre. Donc, dans ce domaine, et c'est vrai que dans ce domaine, on a peut-être un peu plus de difficultés, alors même que c'est vraiment un sujet où on a tout à gagner collectivement à partager les données entre l'assurance maladie obligatoire, avec l'assurance maladie complémentaire, de façon évidemment à faire pièce aux tentatives qui ne cessent de se sophistiquer, et aussi avec l'intelligence artificielle d'ailleurs, de plus en plus, et lutter contre ça. Donc moi je pense que le dialogue, il est bon. D'ailleurs, on l'a vu récemment, on a eu un sujet autour des codes détaillés en optique qui avance dans le bon sens. Donc, mais il faut vraiment, j'insiste sur ces deux axes dans lesquels on souhaite pouvoir effectivement encore améliorer le dialogue, encore faire des choses pour le bien commun. Réponse de Michel Combeau, les questions de la salle et une conclusion par Nicolas Gomard. Michel. Oui, effectivement, c'est vrai que ma présence ici, en tout cas non de la CNIL, et même sur délégation spécifique de sa présidente, et vraiment montrer notre volonté de dialogue. C'est vrai que je pense on peut l'améliorer et la CNIL en prend aussi sa part. C'est vrai que parfois, on a des gens très passionnés par la protection de la vie privée. Après, il faut aussi qu'on améliore notre écoute. Ce n'est pas propre à nos relations avec la mutualité, mais notre écoute par rapport aux besoins et par rapport aux usages. C'est vrai qu'on a une difficulté particulière, et la ministre l'a rappelé, suite à aux tentatives d'amélioration du cadre législatif l'année dernière, qui ont été, je dirais, un échec. L'enjeu, voilà, c'est qu'on a une volonté d'essayer d'améliorer aussi le cadre législatif. Pour autant, on voit bien qu'on ne peut pas attendre. Je ne vais pas rappeler la situation politique. Voilà, c'est effectivement des éléments complexes. Je pense qu'il y a une vraie volonté, et on a un travail en interne aussi pour voir à droit constant comment on peut faire. On comprend le besoin, je dirais, lutte contre la fraude notamment, pour effectivement trouver des solutions. On le rappelle, et c'est vrai que la lutte contre la fraude, ce n'est pas spécifique au secteur de la santé. On a beaucoup d'interactions avec l'ensemble des secteurs, que ce soit dans le domaine des financiers. On a eu le cas, par exemple, très récemment, dans les supermarchés, de voir comment on mettait des dispositifs algorithmiques pour lutter contre la fraude. On a trouvé une solution concrète qui n'était pas évidente à trouver, mais on l'a trouvée. Et donc l'enjeu, c'est de trouver des solutions concrètes avec quand même le concept de oui, il faut accéder aux données, mais il faut accéder aux bonnes données. Le concept, c'est de dire ne prendre toute la donnée, mais seulement la donnée nécessaire. Ça, c'est vrai que parfois, on a du mal à le faire comprendre. Ce n'est pas propre à nos échanges avec les mutualités. On le voit avec d'autres acteurs. Voilà, et donc on est prêt à comprendre. Et mieux on comprendra la manière aussi dont les données transitent, la manière dont vous les utilisez, vos freins, vos limitations, plus on trouvera un cadre adéquat. Mais en tout cas, on a une vraie volonté de dialogue. Et on va essayer de l'améliorer. Clairement, on n'a pas été non plus, je dirais... voilà. Parfois un peu fermé, mais ça c'est normal. Il y a aussi une culture à faire, je pense, évoluer au sein de la CNIL, mais il y a aussi les très bonnes volontés de le faire, et on le fera en tout cas avec intérêt, mais en n'attendant pas forcément une éventuelle modification législative, parce qu'on sait qu'on ne peut pas non plus attendre face aux défis qui sont les vôtres. Merci pour ces mots. Merci beaucoup. On va allumer la salle et vous laisser la parole si vous avez des questions. Oui, je vous en prie, si vous pouvez vous lever, madame. Merci beaucoup.
Oui, Bonjour à vous. bonjour, ça fonctionne? Très bien. Bonjour à tous, Najab Rezou, je travaille chez Xange Ciparex. Juste un commentaire qui est typiquement dans le thème de la conversation d'aujourd'hui. On a, avec la mutualité, monté un fonds d'investissement pour investir justement dans l'innovation de demain et en particulier dans l'IA dans la santé. Il y a aujourd'hui un certain nombre de sociétés qui sont présentes sur le stand, dans la partie forum. Et donc, c'était juste un appel pour attirer votre attention et pour ceux que ça intéresse à aller les visiter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une question ici même, juste ici. Ici, pardon. Là, vous pouvez vous lever, madame. Comme ça, on vous verra parfaitement. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Demain, je suis protégée par un assureur en santé. Mes données personnelles, compte bancaire, individuel de ma famille et sur la santé lui sont donc confiées. Et il héberge ces données via AWS à l'étranger du territoire français. Quels sont les risques pour l'exploitation de ces données? Et moi, en tant qu'individu, est-ce que je peux m'opposer à cette expatriation de mes données personnelles? Merci. Alors, elle est pour qui, celle-là? J'ai une patate chaude qui est juste au-dessus, là. Elle est dans les mains de qui, alors, finalement? Je peux commencer sur la patate chaude. Très bien, effectivement, alors il y a une question, enfin une réponse. Je m'en excuse d'avance, qui est un peu idiote. Vous pouvez ne pas être assuré via cet assureur et en faire un critère de choix de votre assureur. Non, visiblement non. C'est dans le cadre d'un... Ah, c'est un contrat collectif. Oui. D'accord. Là-dessus, aujourd'hui, sur l'hébergement des données et du dossier médical, il y a un règlement qui va demander une souveraineté européenne sur l'hébergement des données. Malheureusement, ça concerne essentiellement le dossier médical électronique et donc certains documents uniquement, mais on ne voit pas comment certains documents seraient concernés et pas finalement l'ensemble des documents. Donc on sait qu'il va y avoir un effet boule de neige là-dessus qui va favoriser une souveraineté européenne sur l'hébergement des données. Et côté français, il y a une volonté qui est extrêmement tenace et forte de préserver cette souveraineté et un hébergement sur le territoire français, et pas que européen, et de développer les acteurs européens, notamment les clouders européens, désolé pour l'anglicisme, l'informatique dans le nuage français. Un complément sur la patate tiède, maintenant. Non, mais effectivement, je comprends et la question est parfaitement légitime. Après, la solution et la réponse est pas forcément simple. Il y a un enjeu de réglementation, il y a un enjeu aussi de solution technologique. C'est vrai nous, on travaille très bien avec les acteurs américains, européens. Il y a un enjeu de montée en puissance de cette filière française. Alors c'est vrai que dans le domaine de la santé, il y a quand même aussi des acteurs français, une innovation très forte que l'on doit soutenir. Et donc c'est aussi via la commande publique qu'on doit pouvoir soutenir le développement des services. Via la réglementation, il y a les évolutions de la réglementation HDS qui vont arriver, qui devraient aussi pouvoir à terme inclure alors, moi, j'aime pas trop utiliser le terme souveraineté, parce que parfois on ne sait pas trop ce que ça regroupe, mais on sait très bien que quand vos données sont hébergées par soit aux États-Unis, soit par des sociétés américaines ou même d'autres pays, elles peuvent être soumises à un droit local, le droit des États-Unis, et donc un accès potentiel des autorités de ces pays à ces données-là. On sait que c'est un risque qui est documenté. Alors, les sociétés vous diront non, mais moi je vais refuser. On sait que parfois c'est pas simple et c'est bien normal de refuser un accès. Après, est-ce que c'est un accès quand elles publient, parce qu'elles publient aussi les demandes de requête, c'est effectivement très très peu. Voilà, donc il y a quand même un risque, qui existe. Il est finalement très relatif. Pour autant, l'enjeu c'est bien de faire à la fois monter la filière française et européenne dans ce domaine-là. C'est vrai que c'est aussi un tropisme très français, mais qui commence maintenant un peu à se diffuser aussi pour des questions de dépendance, parce que là on peut se dire j'ai un enjeu de souveraineté, mais j'ai un enjeu de dépendance, que demain votre assureur il veut choisir une autre solution parce que son fournisseur lui a doublé ses prix. Comment il fait? Et là aussi, nous, on essaie aussi d'attirer l'attention sur le fait que c'est au-delà de l'enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de dépendance économique et donc de coût. Derrière, si demain, vous ne pouvez pas choisir une solution et mettre en concurrence, vous êtes bloqué chez un fournisseur qui va vous doubler vos prix. Donc là, il y a un enjeu, au-delà même de l'enjeu de souveraineté, il y a un enjeu économique pour l'ensemble des entreprises de pouvoir diversifier leurs sources d'approvisionnement. La dernière question, tout en haut, à droite, on vous distingue. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas très allumé là-haut, mais on va essayer de faire mieux même. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de Weezing, une société française avec un nom anglais. Est-ce que vous êtes sûr que les données ne vont pas aux États-Unis? Merci. Émeric.
Difficile de juger une société par son nom uniquement, qui est son choix propre. Aujourd'hui, Weezings est engagé, on finance un des projets sur Weezings et ils s'engagent sur des enjeux de souveraineté. Néanmoins, ils ont une partie de leur marché, pour être complètement transparent, ils ont une partie de leur marché qui est aux États-Unis et ils s'adaptent aux règles du jeu sur les données qu'ils ont aux États-Unis et également sur des données qui sont en France. Et ils se sont engagés, en tout cas auprès de la DNS, dans le cadre des projets qu'on leur finance, sur lequel on va financer l'acquisition de données françaises également, à faire de l'open science avec et de les mettre à disposition de la recherche publique, notamment pour améliorer le soin des Français à partir de données des Français. Merci beaucoup. Je n'ai évidemment pas d'action chez Weezings. Ce sera ma dernière question pour Nicolas Gomard pour conclure cette table ronde. On a parlé de ce fameux cadre réglementaire, mais peut-on faire l'économie de l'humain? Parce qu'on en a finalement peu parlé. Naturellement, non. C'est évidemment le point central et merci de poser la question en ce sens. En fait, c'est toute la question de la confiance qui est posée. L'implication du développement de cette technologie de l'intelligence artificielle, en termes humains, elle est multiple. On a évoqué, je disais rapidement que ça peut avoir un impact sur l'emploi, etc. Mais je l'ai assez rapidement balayé, ce n'est pas le point principal. Et d'ailleurs, cet impact est limité. En revanche, le vrai sujet, c'est bien ça. C'est comment mettre en place une utilisation responsable de cette technologie dans un cadre de confiance entre les différentes parties prenantes. Et à ce sujet, l'IA Act, ça a été évoqué, mais pose le principe de ce que d'aucuns appellent la garantie humaine, qui est un dispositif qui permet d'avoir un regard tiers pour les entreprises sur la façon dont sont développés les outils d'intelligence artificielle. Et à ce sujet, alors vous évoquiez tout à l'heure l'investissement de la mutualité, enfin des membres de la mutualité via un fonds qui s'appelle Mutual Impact dans un certain nombre de sociétés qui utilisent ces techniques. Mais je pense également à l'une d'entre elles qui s'appelle Etikia. Je vois d'ailleurs son fondateur là un peu plus loin dans la salle, qui se positionne précisément pour aider les entreprises au sens large à mettre en place ce dispositif de garantie humaine. Et je sais qu'à Matmut, on a fait appel à eux. C'est vraiment, dans ce cadre-là, c'est un des éléments qui constitue effectivement, qui va contribuer à cette notion de confiance au-delà du strict cadre réglementaire. Et c'est au cœur des réflexions de la mutualité. C'est au cœur des réflexions de la mutualité également, qui envisage potentiellement de se positionner comme tiers de confiance également. Sur l'aspect humain, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, ce sont des outils qui vont être de plus en plus utilisés par nos concitoyens, à juste titre, pour les opportunités qu'ils offrent. Pour autant, ça reste des outils numériques, digitaux. Et le sujet de la capacité de l'ensemble de concitoyens à pouvoir accéder à ces outils et les utiliser est posé. Et donc la question de l'inclusion numérique est un vrai sujet aussi qu'il faut traiter, qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie de nos enjeux, nous mutualistes, de faciliter pour l'ensemble des populations, y compris les plus fragiles, l'accès à ces outils parce que c'est pour leur permettre d'accéder à ces opportunités. Donc je dis ça et finalement pour terminer, je voudrais évoquer ce qui a été dit hier par un des intervenants. Il disait finalement, mais ça c'est quelque chose qu'on a tous appris en troisième ou en quatrième, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La question au fond qui est posée, c'est toujours pareil. La technologie, c'est bien. Quelles sont les valeurs que nous avons pour mettre en œuvre cette technologie? Et je crois fondamentalement qu'on a quelque chose à jouer, nous, en tant que mutualistes, dans ce domaine, pour faciliter la confiance avec nos adhérents, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis, pour nous confier les données pertinentes, pour qu'on les aide à prendre en charge leur santé, pour qu'on les aide à développer leur prévention, pour tout un tas de raisons que j'évoquais précédemment. Et ceci se fera sur la base de nos valeurs, qui sont précisément des valeurs de responsabilité et de sérieux, d'éthique concernant l'usage de leurs données. Merci Émeric Perchamp, merci Michel Combeau, merci Nicolas Gomard pour vos éclairages. C'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup. L'information ne vous aura pas échappé ce matin. L'objectif de contenir l'augmentation moyenne de la planète d'1,5 degré est désormais impossible. Les scientifiques l'ont dit ce matin. Eh bien, on va en parler notamment dans la table ronde à venir avec Caroline et ses invités. À tout à l'heure.
la dernière séquence de notre matinée, juste avant le déjeuner, où nous allons adresser ensemble le sujet absolument essentiel du dérèglement environnemental. Stéphane vient de rappeler en effet certaines unes des journaux de ce matin. On le sait, on le voit, les signaux d'alerte se multiplient avec les événements climatiques, avec également l'épuisement des ressources ou encore le déclin de la biodiversité. Et pourtant, l'action reste encore trop fragmentée, trop souvent repoussée. On le sait, il n'y a pas de planète B et parmi les convictions qui s'imposent, il y a celle qu'il n'y aura pas de système de santé résilient sans un environnement habitable. Alors le secteur mutualiste, lui, il se trouve quelque part à la croisée des chemins. Il est à la fois impacté par les effets du changement climatique sur la santé, mais il est aussi acteur de transformation par sa capacité d'innovation, de financement, mais aussi de pouvoir accompagner les solutions. La question aujourd'hui n'est plus est-ce qu'il faut agir. La question, c'est comment est-ce qu'on agit maintenant, concrètement, collectivement. Alors avant de répondre à cette question essentielle, je pense qu'il est important de comprendre ce qui est précisément en train de se jouer et les enjeux systémiques qui sont liés. Alors pour dresser le constat de l'urgence à agir, nous allons tout de suite nous connecter avec Christophe Sampels, qui est président de l'UMIA, spécialiste des modèles économiques durables et également des transitions à impact. Bonjour Christophe. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous nous voyez, mais nous, on vous voit très bien. Merci beaucoup d'être connectés avec nous ce matin. Alors, je précise que vous travaillez depuis longtemps sur les liens entre économie, soutenabilité et également limites planétaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont ces limites, de quoi parle-t-on, et puis aussi en quoi elles devraient redéfinir justement en profondeur nos modèles économiques et sociaux? Merci Caroline. Alors effectivement, vous pourriez être surpris que nous démarrions cette séquence par des apports en sciences de la Terre, en sciences du vivant. En fait, elles sont essentielles. Ces apports sont essentiels parce qu'ils vont permettre de calibrer l'action, la nécessité de l'action, tant en intensité qu'en vitesse. Alors, ces limites planétaires, que sont-elles, hein? Peut-être avez-vous entendu parler de ces limites planétaires. Si j'en fais rapidement la genèse, en fait, elles prennent racine dans les travaux en paléoclimatologie, c'est-à-dire l'étude du climat sur des temps extrêmement longs. Que constatons-nous? Nous constatons que si on regarde l'évolution des températures sur un temps long, moins 500 millions d'années à nos jours, eh bien, ces températures ont évolué extrêmement significativement à la hausse, à la baisse. Mais il y a 11 800 ans, c'est passé un miracle. La stabilisation du climat, la stabilisation des températures. Et donc, les scientifiques ont essayé de comprendre quelles étaient les conditions, les processus en jeu qui avaient permis de réguler l'état d'équilibre du système Terre et de maintenir ces conditions d'équilibre. Et bien, vous aurez deviné que derrière ces 9 limites planétaires se cachent les 9 processus régulateurs des équilibres du système Terre. Alors, il y a le climat, bien évidemment, il y a la biodiversité, l'usage des sols, l'eau, les pollutions. Voilà, il y a 9 limites. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles interagissent les unes avec les autres, que les scientifiques ont pu pour chacune d'elles définir un seuil d'alerte à ne pas dépasser, au risque sinon que eh bien, nous augmentions la probabilité d'un effet d'emballement. Et aujourd'hui, 6 des 9 processus ont dépassé leur seuil d'alerte, pour certaines de manière extrêmement significative. Alors une fois ce constat posé, et on voit bien encore une fois l'urgence à agir, quels sont pour vous les leviers pour faire justement évoluer les organisations vers des modèles qui seraient compatibles avec ces limites, et puis aussi que peuvent faire des acteurs collectifs comme les mutuelles pour peser sur les filières? Alors, il va y avoir 2 grands enjeux, si je me positionne sur un niveau stratégique. D'abord, 2 grands enjeux. Un premier enjeu qui est bien connu, hein, ça fait 50 ans que la RSE plaide pour une réduction des impacts négatifs de nos activités économiques, humaines, sociales sur les écosystèmes. Il va falloir poursuivre cet effort, il va falloir l'intensifier pour aller à ce qu'on appelle les seuils incompressibles, c'est-à-dire aux objectifs qui sont fournis par la science. Mais corollairement à ça, ce que nous disent les limites planétaires, c'est que quand on a une baignoire qui déborde, que le robinet est grand ouvert et que la bonde est fermée, réduire d'un quart le débit du robinet ne suffit pas. Il faut générer des impacts positifs. Alors, sur quoi peut-on agir? Eh bien, on va pouvoir agir sur l'offre, sur les processus, sur la gestion des activités, sur l'organisation, sur le choix de ses ressources,
sur son infrastructure, on en dira peut-être un mot, mais il va falloir également agir sur la question du modèle économique. Le modèle économique, c'est peut-être l'élément le plus systémique d'une organisation, puisqu'il définit ce qu'une organisation propose à son marché, à ses destinataires, à ses usagers, à ses bénéficiaires, la manière dont elle en organise la production, les ressources dont elle a besoin et les activités qu'elle doit configurer, la manière dont elle rend ses services accessibles physiquement, comment fait-elle en sorte que ces services soient correctement appréhendés par les destinataires, et puis comment eh bien, tout ça pèse sur une structure de coûts et comment l'entreprise se rémunère. Ça, c'est le modèle économique. Le modèle économique, il va falloir le faire évoluer, il va falloir le rénover. Il y a beaucoup de pistes pour ça. Une parmi beaucoup d'autres, ce sont les modèles serviciels. Alors, que sont ces modèles serviciels? On va distinguer des modèles centrés sur l'usage et des modèles centrés sur la performance. Je vous donne des exemples très rapides. Nous pouvons acheter une machine à laver, mais nous pouvons tout aussi bien disposer de cette machine moyennant une facturation à l'usage. Qu'est-ce qui change? Mais il change que dans un modèle de vente, vous avez un intérêt économique à ce que cette machine dure finalement assez peu longtemps, puisque c'est le marché de remplacement qui va tirer la demande dont les entreprises ont besoin pour se développer. Par contre, si on met cette machine à la disposition des clients moyennant une facturation à l'usage, eh bien, cette machine a un intérêt économique à durer le plus longtemps possible. Et puis, il y a des sophistications à mettre en œuvre. Et on peut aller jusqu'à des contrats performantiels. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Vous pourriez vous dire, ok, mais moi je suis pas un vendeur de lave-linge, on est des mutuelles, on est des organisations de santé. Ben d'abord, ces modèles, ils permettent d'innover à la fois sur vos périmètres propres, mais ils permettent également de re-questionner certaines politiques d'achat, certaines politiques de gestion de certains équipements. Des équipements médicaux et des équipements infrastructurels. Je vous donne un exemple, la lumière. Aujourd'hui, un hôpital, une maison de retraite, un bâtiment de bureau a besoin de lumière pour fonctionner. Et le modèle économique classique d'un prestataire d'apport de lumière, c'est de la vente d'équipements lumineux. Eh bien, il existe une alternative, c'est ce qu'on appelle les contrats de Light as a Service ou apport de lumière par contrat serviciel, où l'idée n'est plus d'investir dans de l'équipement, mais d'acheter un service de mise à disposition de la bonne quantité de lumière, charge aux prestataires de réduire la consommation énergétique et d'en faire bénéficier les gains aux prestataires. Alors les résultats sont très très significatifs. Quand on passe à ce type de modèle, on est capable de réduire de 50, 55, 60% les économies d'énergie sans avoir à investir le moindre euro en point d'entrée. Et cette économie d'énergie, elle va être partagée entre le prestataire qui va supporter le coût de l'investissement et l'institution, par exemple, de santé. De telle sorte que ces contrats permettent une réduction très significative du coût du poste lumière sans avoir à investir le moindre euro. Ça marche pour la climatisation, ça marche pour la lumière, ça marche pour l'énergie, ça marche pour un parc informatique, ça marche pour beaucoup de choses. Et si je vous donne des chiffres, sur de la climatisation, par exemple, et Dieu sait que des institutions de santé ont besoin d'être climatisées, de la salle d'opération jusqu'aux chambres ou au bureau, eh bien, c'est des capacités d'économie pouvant aller jusqu'à 30% par rapport au poste climatisation actuel, tout en fournissant une amélioration de la rentabilité du prestataire. Ces modèles serviciels sont une réponse, il en existe beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, un des leviers majeurs de la transition semble se jouer dans les territoires. On en parlera tout à l'heure avec nos deux prochains invités, mais comment faire des infrastructures de santé ou aussi d'accueil des espaces moteurs de la transition? Alors, je pourrais partager. Alors, effectivement, d'abord, l'échelon d'action à l'échelle des territoires est extrêmement importante, puisque les écosystèmes sont territorialement ancrés. Ils sont une réalité biophysique, écologique du monde et ils prennent racine dans les territoires. Donc, le périmètre d'action des territoires est extrêmement important. Je vous disais, quand nous énumérions la vaste liste des points sur lesquels nous pouvions agir, j'évoquais les infrastructures. Nous avons mené un travail sur le centre hospitalier de Grasse. On parle d'un hôpital complet avec l'ensemble des unités qu'on retrouve classiquement dans un hôpital. On a également une unité de soins psychiatriques, une maison de retraite sur site. On parle d'un espace foncier de 120 000 m² qui reprend tout ce qu'on trouve classiquement sur un site hospitalier. Il y avait des projets d'aménagement et d'évolution du foncier à travers des projets de rénovation, des projets d'autonomisation énergétique par installation de photovoltaïque. Et nous avons proposé
d'amener une réflexion nouvelle qui s'inscrit dans un courant émergent de ce qu'on appelle l'urbanisme à visée régénérative et qui visait à adjoindre à ce travail de nouveaux objectifs. Alors bien évidemment, l'ensemble des objectifs fonctionnels du site reste d'actualité. La prise en charge des besoins des différents usagers reste d'actualité. D'ailleurs, nous nous sommes appuyés sur un travail sociologique pour bien... Ah. On va retrouver Christophe dans un instant. Est-ce qu'on peut juste me confirmer ? Très bien. Alors peut-être en attendant, je vous propose qu'on accueille nos deux invités, comme ça vous serez déjà avec nous sur scène. On va aborder avec eux comment ces enjeux systémiques justement trouvent un écho très concret dans les secteurs mutualistes et également de l'assurance. Alors, est-ce que Christophe, vous êtes avec nous ? Ça y est. Donc, Il y a eu un souci ? C'est bon, on vous entend, vous êtes reconnecté avec nous, donc je vous laisse poursuivre. D'accord, je n'ai pas remarqué que j'avais été déconnecté, donc je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Après l'hôpital de Grasse, on en était... D'accord, donc j'étais en train effectivement d'expliquer les initiatives que nous avons mis en œuvre sur l'hôpital de Grasse, un espace foncier de 120 000 m², qui avait un ensemble de projets de rénovation et d'évolution de certains projets, notamment sur le poste énergie, notamment. Nous avons adjoint aux besoins fonctionnels d'évolution de site et nous avons adjoint aux besoins classiquement adressés par les différentes parties prenantes usagers de l'hôpital de nouveaux objectifs. Deux objectifs en particulier. Pouvons-nous, dans le travail que nous menons sur le foncier, faire évoluer positivement les conditions propices au beau développement de l'écosystème ou des écosystèmes sur site et au-delà? Et deuxièmement, pouvons-nous renforcer les services qui sont rendus par ces écosystèmes? Et donc, nous avons été capables d'identifier un ensemble de conditions et de services écosystémiques. Et notre objectif en termes d'évolution de site a été de renforcer ces conditions. On a pu les objectiver, on est capable par exemple d'améliorer la séquestration carbone ou le stockage carbone sur site de 40%, on est capable d'augmenter la production d'oxygène, la capacité de filtration d'un ensemble de polluants. Et donc on a été capable de produire 45 scénarios d'évolution de site qui trouvent également un rationnel économique et qui trouvent également un rationnel social et humain qui reboucle sur l'activité de l'entreprise, sur l'activité de l'hôpital, puisqu'il a été démontré aujourd'hui, à travers un ensemble de travaux scientifiques, que reconnecter un patient à un environnement naturel va lui offrir de très nombreux bénéfices, en ce compris sur un plan thérapeutique, en ce compris sur la gestion de sa douleur, en ce compris sur la vitesse de récupération post-traitement, post-opératoire. Et donc on voit qu'au départ de l'infrastructure foncière, on est capable d'adresser des sujets qui vont jusqu'au cœur de métier de l'hôpital et qui constituent une première mise en mouvement appelant d'autres dynamiques de transformation beaucoup plus ambitieuses. Et donc le message clé, c'est voilà par exemple un bon premier point de départ pour mettre un pied à l'exercice et pour ensuite se laisser entraîner sur l'ensemble des effets positifs que ce type de projet est susceptible de générer. Merci infiniment Christophe pour ce cadrage essentiel. Nous allons donc poursuivre nos échanges avec, je vous l'annonçais, nos deux prochains invités qui vont me rejoindre tout de suite sur scène. Il s'agit d'Antoine Denoy, directeur général d'AXA Climate, et également Adrien Courret, directeur général d'AEMA Group et président d'Ophi Invest. On peut les applaudir. Alors messieurs, bonjour. J'aimerais forcément vous faire réagir aux propos de Christophe. Alors, on parle d'un système sous pression, de modèles qui sont aussi à bout de souffle. Vous, en tant qu'acteur du secteur de l'assurance, mais également du secteur mutualiste, comment résonne ce constat pour vous et aussi avec ce que vous observez forcément au quotidien ? Alors déjà, Christophe est quelqu'un de passionnant, et pour ceux qui sont frustrés d'avoir vu la vidéo s'arrêter, sachez que sur Internet, quand vous tapez son nom, vous avez plein de belles vidéos. De quoi prolonger. De quoi prolonger l'exercice. Alors moi je fais de l'assurance dans une petite entité qui s'appelle AXA Climate. On est spécialisé sur l'adaptation climatique et environnementale, et on est tout jeune puisqu'on s'est lancé en 2018. On est 250, et on est une bonne moitié de scientifiques, les fameux scientifiques dont parlait Christophe. Il y a 3 chamboulements pour nous par rapport à ces risques climatiques en tant qu'assureur. Je vais parler plutôt du property, du dommage. On aime les statistiques, ça ne marche plus.
Quand on doit prévoir, comme on doit le faire, une sécheresse, par exemple au niveau du Rhin, on ne peut plus regarder simplement des statistiques des 30 dernières années parce qu'on sous-estime systématiquement le risque de sécheresse. Et donc il faut remplacer les actuaires, les statisticiens, je caricature un peu le propos, vous me le pardonnez, par des scientifiques qui vont modéliser la fonte des glaciers, qui vont modéliser les précipitations à venir pour avoir une meilleure idée du risque. On aime l'uniformité, les standards, tout est singulier. Le risque climatique, par définition, c'est très local. J'ai beaucoup travaillé sur les inondations dans le nord de la France. À un numéro de rue de près, vous êtes inondé ou pas. Ça dépend de l'hydrologie, de la géologie, du socio-technique, de l'histoire du lieu. Et donc chaque risque est hyper local. Si je prends un exemple, le retrait-gonflement d'argile, que vous connaissez probablement bien, il y a 11 millions de foyers en France qui sont touchés par des fissures du bâtiment, qui sont pas directement liés au dérèglement climatique, mais pour lequel ça va s'aggraver, qui sont des successions rapides de sécheresse et d'humidité. Eh bien, en fait, moi, je parle avec des agents d'assurance qui me disent « Antoine, c'est un drame parce qu'on aurait envie de donner des conseils à nos maisons fissurées, mais en fonction du village où on est, le conseil est différent. Dans un village, il va falloir couper les arbres pour éviter l'humidité, et puis dans le village d'à côté, la prévention et l'acte de prévention sera différent. Et donc, tout est singulier. Ça, c'est la deuxième révolution. Et puis, le troisième choc, c'est qu'on aime optimiser les segments. On aime avoir des segments santé, de produits, des segments dommages, des segments de prévoyance. Et pourtant, tout est mélangé. Et ce qui est intéressant sur le risque climatique, c'est de partir de l'environnement et de faire autre chose que l'environnement à la fin. Je sais qu'Adrien en dira quelques mots. Deux exemples hyper simples. Vous avez un lien direct entre la santé du sol et la santé humaine. Les scientifiques ont montré que si nos vaches, dans nos campagnes, sont nourries davantage au lin, aux graines de lin, qu'au maïs et au colza et au soja importés, eh bien, c'est un impact directement sur la teneur en oméga 3 du lait, du beurre, et donc, in fine, de nos bébés, de nos enfants, et puis de nous-mêmes quand on mange ces aliments. Et donc, une capacité à lutter contre ces maladies chroniques dont parlait la ministre plus tôt ce matin. Et puis l'autre exemple sur la santé du sol, c'est ces fameux pesticides qui font partie de l'équation de l'architecture du système de production actuel en agriculture, surtout sur les grandes cultures. En fait, les pesticides, évidemment, on parle beaucoup du lien au sol, de la pollution des nappes phréatiques, des coûts de traitement pour la collectivité liés à ces polluants, mais il y a aussi, évidemment, des impacts directs sur la santé des agriculteurs. Donc voilà, je dirais, aimer la science, aimer faire des liens, et aimer le local. Voilà, on n'en avait pas trop l'habitude, en tout cas dans la maison que je représente. Il va falloir s'y mettre. Merci beaucoup Antoine. Alors, vous Adrien, quels impacts est-ce que vous notez au quotidien ? Alors, bonjour à tous d'abord, et effectivement je vais aller dans le sens d'Antoine. On a envie d'enfermer la thématique climat comme parfois la thématique santé dans une case. Nous, de notre poste observation du groupe AEMA, on est autant présent en complémentaire santé qu'en assurance dommages, qu'en assurance des entreprises, qu'en assurance agricole. On voit bien que pour les populations et pour le monde économique, c'est partout et tout le temps. Souvent, on retient les grands phénomènes les plus spectaculaires, mais en réalité, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir tous les jours la presse quotidienne régionale pour voir des petites histoires du changement climatique, pour voir... Par exemple, dans le pays Bigoudin, je disais l'autre jour, un retrait de trait de côte et donc des personnes qui doivent être expropriées pour être relogées ailleurs. Tu as évoqué les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais il y a 2 ans, mais en fait, il y a toute l'histoire de l'après qui se pose. C'est les rendements agricoles qui décroissent et donc les vies d'agriculteurs qui sont bouleversées. Dit autrement, le changement climatique pour les populations, ça devient un sujet social. Ça introduit cette idée qui est quand même totalement nouvelle en France, que peut-être demain, on ne pourra plus vivre, au sens habiter, mais aussi exercer une activité, comme on le veut sur ces éléments-là. On le mesure aussi, au niveau du groupe AEMA, on fait un observatoire de la protection tous les ans, depuis 4 ans. Et en 2021, on a posé pour la première fois la question aux Français, est-ce que vous vous sentez bien protégé, en général ? 17% en 2021 disaient on se sent très mal protégé. La mesure là, qu'on a faite en 2025, c'est 31%, ça a quasiment doublé. Et quels sont les 2 facteurs importants de ce doublement ? C'est la question de la santé et c'est la question du climat. En revanche, quand on demande aux personnes « Est-ce que vous seriez prêt à investir un petit peu plus, à dépenser un petit peu plus pour être mieux protégé ?» Les 2 tiers répondent oui. C'est-à-dire qu'il y a une conscience du rôle et de l'action qu'on peut avoir qui dépasse, et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous, le rôle du consommateur. Il y a une dimension qui est très forte par rapport à ça. Un point d'inquiétude néanmoins, c'est les conséquences politiques, y compris pour un pays comme la France, sur le changement climatique. Et moi, je suis frappé de voir de plus en plus, à la suite d'un événement climatique, on a vu beaucoup d'inondations depuis le début de l'année, avec très souvent des couvertures médiatiques, locales ou nationales, très importantes.
Et je suis frappé et un peu inquiet de voir de plus en plus dans les micro-trottoirs qui font suite à ces événements, certaines expressions, alors c'est évidemment un instantané, c'est parfois une ou deux personnes, mais ça dit toujours quelque chose, qui commencent à dire « mais moi, il n'est pas question qui habite ici, dans telle région qui n'a pas été touchée, que je paye pour les gens qui habitent là-bas ». Et donc la question de la solidarité, ou plus techniquement, la prise de conscience qu'on est tous mutualisés dans le risque, et c'est en particulier vrai sur le risque climatique. Et ça, pour nous, mutuel, je pense que c'est un élément très important. Finalement, les conséquences environnementales, elles ne sont pas que de l'environnement, elles ne sont pas que sur les lieux des habitats. Demain, on aura des conséquences politiques, d'attitude en fait, des citoyens par rapport à ces éléments-là. Et c'est aussi un volet sur lequel on a à porter un message et à agir. Et si on cite le secteur de l'assurance et les catastrophes naturelles, ce principe de solidarité, c'est la force de notre modèle qui est absolument essentiel. Vous vouliez commenter, Antoine ? Ah non, pardon. J'évoquais, les mutuelles sont à la fois exposées, mais elles sont aussi potentiellement actrices clés de cette transition, de cette transformation. Quelles actions, peut-être pour être très concret encore une fois, quelles actions est-ce que vous, à votre niveau, vous avez déjà mises en place, et aussi quels leviers vous paraissent aujourd'hui les plus efficaces ? Alors, nous, ce qu'on fait, on est une petite structure, mais c'est intéressant parce qu'on fait figure un peu de laboratoire de ces problématiques, peut-être pour vous. Nous, on forme. Étonnamment, notre cœur de métier, c'est de former. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, c'est notre modèle économique. Pourquoi on forme ? Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter le risque climatique comme on a traité des logiques de carbone et de décarbonation dans nos entreprises. On ne peut pas rester sur la planification. Parce que si vous suivez mon raisonnement, comme tout est local, il faut faire confiance aux acteurs locaux dans nos grands groupes pour trouver les solutions eux-mêmes. Donc il faut former. Et donc une grande partie de la solution, c'est de la formation pour sensibiliser. Alors, je dis souvent, on n'a pas d'excuses, on devrait connaître le climat à Agen, ici, comme on connaît la météo du jour. Il fait chaud aujourd'hui. Il suffit de regarder la télé le matin ou écouter la radio et puis regarder le ciel. On n'a pas d'excuses, les scientifiques ne se trompent pas malheureusement. On devrait connaître tous le climat à 2030 à 2050 sur nos implantations physiques, sur nos lieux d'habitation, sur nos sièges sociaux, dans nos hôpitaux, sur nos centres de soins. Et donc tout est disponible. Il faut participer à cette sensibilisation. Et puis là où on cherche à œuvrer, je donnerai aussi quelques exemples après, c'est à la coopération. Alors vous pourriez dire, qu'est-ce qui fait que Antoine, tu arrives à garder, pas le sourire, pas à ce point-là, mais un certain optimisme, alors que ça fait 6 ans que tu travailles avec des scientifiques qui t'expliquent globalement que le monde va mal. C'est parce que j'y vois, dans ce risque climatique, une formidable opportunité de coopération. Dans les entreprises qu'on accompagne, certaines, le premier réflexe, c'est de dire, je vais protéger, par exemple, mes bâtiments, mes centres de soins. Et donc, je suis OK. Ceinture et bretelles, je suis protégé, je suis adapté. Mais très vite, les équipes comprennent qu'en fait, si la route à côté est bloquée, s'il n'y a plus de télécommunications, si les collaborateurs ont les pieds dans l'eau, par exemple dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais, très industrialisé du côté de Dunkerque, mais où les gens vivent finalement dans les RPI, il n'y a pas d'activité. Donc en fait, ce risque climatique sensibilise profondément les entreprises au fait de résister ensemble, localement, à travers une logique territoriale. Je donnerai un exemple de ça, c'est l'agriculture. Quand on dit la transition agricole est l'affaire de tous, c'est tout à fait vrai, on doit être tous solidaires des agriculteurs, parce qu'un agriculteur, par exemple, qui change ses pratiques et qui va, je reviens à l'exemple de l'élevage, arrêter d'importer du maïs et du soja et qui va remettre de l'herbe et de la prairie dans son territoire, ça va ralentir le cycle de l'eau et ça va améliorer la résilience à l'inondation des bâtiments autour. Il y a un autre exemple aussi qui relève de l'agriculture, qui est aussi assez simple à comprendre, qui est la baisse de chimie, des pesticides, des fongicides. Vous avez moins de polluants, vous avez une économie de traitement et de coûts de traitement pour l'agence de l'eau à côté, pour rendre potable l'eau qu'on boit. Et donc vous avez potentiellement des coopérations à trouver entre acteurs. Et donc une partie de notre travail, c'est maintenant de prendre ces cartes de risque qui inquiètent tout le monde et de dire à nos entreprises, s'il vous plaît, allez les partager à vos voisins. Allez vous le partager, par exemple, quand vous opérez à Gennevilliers et que vous êtes sensible à la crue de la Seine à venir, au maire de Gennevilliers du coin, pour trouver des solutions ensemble et donc arriver à s'adapter, pas uniquement les uns les autres, mais le territoire en tant que tel. Et s'aimer et coopérer. Vous parlez souvent, Adrien, d'un triptyque. Est-ce que je peux vous laisser développer ? Oui, exactement. Et en relais, là encore, de ce qu'a dit Antoine, je pense que le triptyque qui consiste à mutualiser, prévenir et interpeller. Demain, les solutions assurantielles, même dans un monde où le risque climatique est là et accroît les besoins de couverture des populations, on peut le maintenir à une seule condition, c'est de maintenir cette dimension collective de la protection et de l'assurance,
qu'on résume par ce beau mot de mutualisation, qui est d'ailleurs un mot que le mouvement mutualiste doit totalement se réapproprier. Donc mutualiser, c'est partager des risques. Le faire avec l'esprit mutualiste, c'est le faire avec un esprit solidaire. Et derrière, les autres sujets sont des leviers qui permettront de maintenir cette mutualisation dans le temps. Alors, la question de la prévention, elle a été soulignée à de nombreuses reprises, mais elle s'accompagne d'abord d'une connaissance du risque. Aujourd'hui, la question de la santé environnementale, des déterminants environnementaux de la santé, par exemple, c'est finalement un champ qui est relativement nouveau et qui doit être documenté. Nous, acteurs mutualistes, nous le faisons au niveau du groupe AEMA, nous devons être acteurs de cette nouvelle connaissance. On doit financer, accompagner des thèses, des recherches qui nécessairement s'inscrivent dans le temps long et qui sont une façon aussi de venir peser et influencer la décision politique et la décision publique. Il y a la question de la prévention près de chez soi. On a utilisé le mot ce matin d'éducation populaire. Il y a la dimension locale qui est très forte. On a une chance formidable, il y a des entreprises privées qui tueraient pour ça, qui est d'avoir un réseau de proximité, notamment par les délégués. Les actions mutualistes, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre groupe, elles représentent chaque année des milliers de points de contact possibles pour parler de plein de sujets de la vie quotidienne, mais aussi de ces éléments-là. Donc ça, ce réseau-là, il faut l'utiliser fortement. Et puis à risque nouveau, expérimentation nouvelle. Je vais donner un exemple sur la partie de l'assurance dommage. Tu as évoqué les fissures dans les maisons. Alors, ce n'est pas juste des maisons qui se fissurent, c'est des personnes qui, du jour au lendemain, se disent « mais ma construction d'une vie peut être totalement remise en question ». Et ça apporte évidemment une précarité de vie, mais une précarité mentale qui est extrêmement importante. Et en fait, pourquoi une maison se fissure ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévenir, c'est quelque chose qui est assez peu documenté et étudié. Et donc, on a mis en place, au niveau de toute la profession, la première expérimentation. C'est une cohorte de 100 maisons sur lesquelles on étudie, qui sont sur des sols argileux, qui sont exposés aux fissures, et sur lesquelles on vérifie, selon qu'on change la nature du terrain, selon qu'on hydrate le sol, selon qu'on coupe des arbres, parce que vous savez que les arbres, ils participent malheureusement à la contraction des sols, est-ce que ça améliore la résilience des maisons? Donc il faut aller sur ces expérimentations-là qui sont extrêmement importantes. Et puis un rôle qui est un rôle d'interpellation. Et c'est l'occasion pour moi de dire quelque chose qui pourra peut-être paraître un peu provoquant s'agissant de la prévention, mais le problème qu'on a tous quand on met en place des systèmes de prévention à l'échelle de nos mutuelles, c'est le passage à l'échelle. On sent bien qu'on arrive à toucher finement certaines populations, mais comment on fait pour avoir un impact aussi systémique que l'ensemble des phénomènes que l'on traite? C'est là où la question de la régulation est importante, c'est là où c'est dans notre rôle concret d'aller interpeller les pouvoirs publics sur la mise en place de nouvelles règles. Et on en a eu l'exemple récemment, l'arrivée de la loi du plomb, remettant en cause la contention au niveau des pesticides, la remise en cause des zones de faible émission, par exemple. C'est aussi dans notre rôle concret, pour tenir les deux extrémités du spectre, comme le disait Laurent Berger tout à l'heure. On doit agir en local, on doit agir systémique. On représente un poids important et donc on doit aussi oser prendre la parole, et la fédération le fait remarquablement sur ces sujets qui finissent par tomber sur la santé des Français. Globalement, on voit bien qu'on a du mal à se projeter et à réfléchir avec une vision long terme. Est-ce qu'on peut vraiment sortir d'un modèle court-termiste? Et puis, à quoi ça ressemblerait, quelque part, un modèle économique qui serait compatible avec les enjeux de soutenabilité? Antoine. Alors, je ne suis pas du tout un expert des mutuelles. Ce qui est amusant, c'est que c'est une question que je me suis posée il y a 1 ou 2 ans, quand je devais penser la suite de l'entreprise que j'avais lancée il y a 6 ans, de dire mais comment tu as vraiment de l'impact sur les enjeux d'assurabilité. C'est exactement la question que je me suis posée. Et donc j'ai ouvert énormément de livres d'histoire, et c'est là où je me suis passionné pour le phénomène de la mutuelle, ce qui donne peut-être du sens à ma présence ici aujourd'hui. Donc je suis devenu, pas expert, mais en tout cas un peu plus sachant sur ces sujets. Et j'ai trouvé dans le premier geste, qui est le geste de la mutuelle, historique, même il y a quelques siècles, un geste très intéressant pour aborder ce sujet de l'assurabilité. Et je vais vous en donner 2 exemples assez simples, qui sont encore hypothétiques, mais que j'ai en tête pour exécuter et pour essayer d'y contribuer. Le premier, c'est ces inondations. Moi, je suis rentré vraiment chez des habitants, comme l'a fait Adrien, qui rebâtissaient à l'identique, en l'occurrence à Montreuil-sur-Mer, là où j'ai travaillé, quasiment à l'identique. Et la famille de me dire, j'étais avec un architecte qui était surpris qu'on rebâtisse des prises électriques à 10 cm du sol dans le logement rénové, et la famille de me dire en plus,
Alors vous savez, on va avoir un nouveau bébé et puis on a grandi. Et ils avaient agrandi sur la zone inondable qui donnait vraiment sur le jardin. Je vous caricature un peu le propos, enfin c'est véritable, pour vous montrer qu'on rebâtit à l'identique. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en place pour que ça change? Je ne dis pas que j'ai la solution, mais le rêve que je fais, c'est de dire, in fine, l'enjeu, il est évidemment beaucoup plus holistique. C'est pas juste ce bâtiment, c'est l'aménagement du territoire. Quand vous êtes à Montreuil-sur-Mer, vous avez tous les bâtiments, tous les pavillons qui ne regardent pas le cours d'eau. C'est très étonnant. Les Néerlandais, par exemple, apprennent à vivre avec l'eau. On se dit, dans une zone inondable, on a intérêt à avoir des fenêtres qui regardent le cours d'eau alentour et qui le voient monter. Donc vous avez tout un réaménagement du territoire à effectuer. Et donc l'idée, ce serait de dire, si on revenait au geste mutuel d'origine pour l'habitation, pour le dommage, si on mettait le promoteur, le constructeur, les assureurs locaux, les banquiers ensemble, pour faire finalement pas une grande norme nationale sur comment on construit un bâtiment, mais simplement une norme adaptée à l'enjeu local, à Montreuil-sur-Mer, là on crée quelque chose. Et pourquoi ça me donne de l'espoir? Parce que là on bosse avec des gens qui ont intérêt à ce qu'on s'en sorte. Parce que comme le dit Adrien, les gens ils n'ont pas envie de déménager. Et donc là on réunit des gens qui vont œuvrer autour de la table à la viabilité de leur territoire. Et donc le deuxième exemple, et après je laisse la parole à Adrien, mais il est intéressant, c'est un peu mon obsession, c'est ce sur quoi on travaille davantage, c'est l'agriculture. L'agricole, c'est très intéressant parce que là, pareil, on va revenir à l'esprit de la solidarité, la démocratie directe, de la non-lucrativité chère à la mutuelle. On en a besoin, les agriculteurs ne sont pas assurés. Le taux d'adoption de l'assurance agricole, il est en dessous de 20%. Et ils prennent toute la charge du risque. Et ils ont à la fois la réglementation sur la biodiversité, mais ils ont plus d'aléas climatiques, et donc une vraie variabilité. Et la petite ligne qui n'est jamais sécurisée pour un agriculteur en France, c'est la petite ligne à la fin du compte de résultat qui est son revenu. Donc en fait, la plupart des agriculteurs ne vivent pas de ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est qu'inventer une garantie de revenus, par exemple, pour certains agriculteurs, sous conditionnalité de transition? Qu'est-ce que ça veut dire de sortir, de fabriquer ce type d'assurance un peu inhabituelle? On a plutôt des assurances au rendement agricole quand on est sur le marché actuel, mais qui va nécessiter à un moment donné, à la collectivité locale, à l'agence de l'eau, à celui qui achète le blé, le lin, le févrole, de se mettre autour de la table sur un territoire comme par exemple les Pyrénées-Orientales, où il y a beaucoup d'arboriculture et de viticulture, et de trouver des solutions ensemble, de capitaliser une protection qui est une protection économique. Ça, c'est très intéressant, et ça nous ramène, là je suis très heureux de pouvoir en témoigner aujourd'hui, ça nous ramène vraiment à l'esprit mutuel, en fait, cette façon d'attaquer l'enjeu d'assurabilité. J'aimerais vous faire réagir au premier propos d'Antoine, parce que quand vous évoquiez l'action collective et encore une fois la notion de coopération, c'est une idée que vous défendez également. Oui, elle est fondamentale par rapport à des risques qui sont systémiques, complexes, et donc où personne ne détient tout seul la solution, et pas mal de monde sont concernés. Et pour revenir au premier mot que vous avez utilisé, le court-termisme, alors c'est souvent un mot qu'on utilise de façon péjorative, mais enfin, il faut quand même bien gérer le court terme. Oui, les assureurs le savent, il faut agir dans l'urgence. Et donc je pense que la question n'est pas simplement d'opposer le court terme et le long terme, il faut les deux, enfin, ou le moyen terme entre les deux. C'est plutôt le défaut de stratégie en réalité. On le vit sur l'environnement, comme on le vit aujourd'hui d'ailleurs sur la santé, qui est un sujet complexe, où finalement, qui dans la salle serait capable de me dire quels sont les 2-3 grands objectifs France Santé 2030 sur lesquels on devrait tous travailler ensemble? Et partant de ce principe, comment on se met tous autour de la table et comment on y travaille ensemble? Sur la question climatique, on a vu un plan national d'adaptation au changement climatique national qui s'est réalisé, qui est bien, mais il faudrait des plans d'action locaux. Pour moi, en matière de prévention et d'anticipation, on a un exemple alors qui va vous paraître peut-être un peu tiré par les cheveux, mais qui montre que ça marche, et ça marche en collectif. C'est l'exemple de la prévention routière. Donc là, je prends vraiment la casquette de l'assureur dommage. Il ne faut pas oublier qu'il y a 40 ans en France, il y avait 10 000 morts sur la route. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Donc c'était 10 000 familles endeuillées, c'était 10 000 drames absolus. Et qu'à un moment, il y a une décision collective de dire, bon, voilà, il faut réduire absolument ce nombre. Comment ça s'est fait ? Ça ne s'est pas fait par une somme de décrets et d'interdits. Ça s'est d'abord fait en mettant les acteurs autour de la table. Évidemment, les pouvoirs publics, mais les associations de conducteurs, mais les assureurs, mais les constructeurs d'infrastructures. Il y a des décisions courageuses et impopulaires qui ont été prises. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les premières grandes décisions de prévention sont des décisions d'interdiction ou de limitation des comportements. Ça n'est pas que de l'incitation à faire. Donc ça a été les limitations de vitesse, ça a été la ceinture de sécurité, ça a été des normes pour les constructeurs automobiles. Et ça a marché parce qu'il y a eu une adhésion ou une compréhension de la population.
Et c'est ça, en fait, pour moi, qu'apporte le cadre collectif. Ce n'est pas simplement d'être plus intelligent autour d'une table, c'est derrière d'avoir des relais qui peuvent permettre de faire passer des décisions qui, parfois, individuellement, grattent, sont impopulaires. Donc ce mode d'action-là me paraît très, très important. Il manque aujourd'hui, d'ailleurs, autant dans le monde de la santé que dans le monde de l'adaptation à l'environnement, mais ça existe, ça peut marcher. Je pense que c'est un sujet, on a entendu les discours ce matin, sur lesquels on pourrait avancer, en tout cas commencer par là. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait de passer du national et de redescendre à un échelon local, et en tenant compte des spécificités de chaque territoire et de chaque localité. On va parler des territoires, parce qu'on sait à quel point les territoires ont un rôle clé à jouer. Et alors justement, si on parle des mutuelles, quel rôle les mutuelles peuvent-elles jouer dans les territoires ? Alors les mutuelles, elles ont une chance formidable, c'est qu'elles peuvent faire l'élastique entre le local et l'enjeu global, national, mais qu'on pourrait aussi appeler de culturel. La première force d'un groupe comme le nôtre, avec 2 mutuelles très fortes qui sont Massif et Aesio Mutuelles, c'est le réseau de délégués mutualistes. C'est 1500 délégués mutualistes qui ont vraiment une mission alors de gouvernance évidemment, mais aussi une mission de présence, de proximité extrêmement forte, qui se structure autour de programmes d'action qui sont déterminés par mandature et sur lesquels les sujets de prévention justement prennent une place de plus en plus importante. Donc ce sont chaque année 3000 actions de proximité dans tous les territoires qui sont faites sur ces thématiques-là. La thématique de, par exemple, comment faire attention en cas de météo qui est défavorable, comment faire attention avec l'air qui devient de plus en plus pollué, à avoir les bons comportements et à ne pas mettre sa santé en danger. Cette dimension réticulaire, elle est extrêmement, extrêmement importante. Mais elle ne doit pas occulter l'autre. Il ne faut pas opposer le bon local et le mauvais global et national, parce que la mutualité, elle déploie aussi par les marques des mutuelles, par les moyens mobilisés, les moyens financiers aussi. Hein. Les sociétaires, les adhérents nous confient des masses financières que l'on investit derrière. Et donc, à l'autre extrémité du spectre, on a des engagements importants qui peuvent revenir au territoire. Nous sommes un gros investisseur, notamment au travers d'Ophi Invest. Évidemment, nous voulons donner un sens, dans le sens des transitions, à ces investissements. Aller dans le sens des transitions, c'est évidemment manier des grandes masses financières, mais au bout du bout, sélectionner des projets qui sont des projets locaux. Et on a finalement, au fur et à mesure des années, développé des projets innovants qui vont dans le sens de la régénération des sols, qui vont dans le sens du nettoyage des océans, qui vont dans le sens des énergies vertes. Et c'est une autre action, c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, parce que ça paraît être moins direct dans le métier. Moi, j'ai souvent coutume de dire qu'on a 2 métiers quand on est une mutuelle. On a le métier de l'assureur et du gestionnaire de risque, et on a le métier de l'investisseur. Et ce métier est extrêmement important, il est fondamental. Et c'est comme ça qu'on redevient local, quelque part. La boucle se boucle et on est dans une sorte d'économie circulaire, finalement. Antoine, je vous laisse compléter. Alors, tout à fait. Donc, on a quand même des mutuelles chez AXA. Donc, c'est aussi un véhicule de ce qu'exprimait Adrien, de financement aussi d'initiatives qui ont du sens au niveau local. Et j'en ai une avec laquelle je travaille, avec AXA France, qui est donc le territoire des Pyrénées-Orientales. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Catalans dans la salle. Donc, grosse sécheresse, le château d'eau des Pyrénées qui s'assèche, et fondamentalement le risque, ce qu'on décrivait tout à l'heure avec Adrien, qui est un effet systémique, un effet négatif boule de neige. Moins d'eau, moins de rendement agricole, paupérisation. C'est déjà le département le plus pauvre de l'Hexagone. Et donc des vrais risques de conflit. Et tout ce à quoi peut aussi œuvrer la mutuelle, les mutuelles du territoire, c'est d'éviter les conflits. Et là, typiquement, ce qui est intéressant, j'y ai passé beaucoup de temps. Étant parisien, il fallait aussi que je fasse mon travail de connexion au territoire dont je parle. Donc j'y ai vécu un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment des arrêtés sécheresse, il y a un conflit potentiel latent entre le secteur du tourisme et le secteur de l'agriculture. Parce qu'il y a interdiction des piscines individuelles, parce que les agriculteurs qui voient leur rendement s'effondrer déplorent qu'il y ait des touristes qui continuent à passer du bon temps sur la côte dans les piscines. Je caricature. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le tourisme, c'est 1% des prélèvements d'eau du département. L'agriculture, 70%. Le réflexe classique de l'acteur qui a des hôtels sur la côte, dans les Pyrénées-Orientales, c'est de dire « c'est pas mon problème ». La gestion de l'eau, c'est le problème du voisin. Par contre, si cet acteur du tourisme comprend, ça paraît évident, mais encore faut-il le mettre en lumière, que si l'agriculteur s'effondre à côté, le voisin, s'il va bloquer les routes comme il l'a fait, si le journaliste de TF1 descend
Et s'il y a un reportage au JT de 20h qui dit qu'il y a des problèmes dans la région, il y a moins de touristes l'année d'après. Et ça, c'est une réalité du territoire. Et donc là, tout l'enjeu de la mutuelle, c'est de rendre visibles ces liens d'interdépendance entre potentiellement des secteurs en conflit latent pour les amener à coopérer. Donc là, on travaille sur un projet où les acteurs du tourisme financent une étude dédiée à aider, en termes techniques et agronomiques, la transition de l'arboriculture. Voilà, ça paraît tout petit, mais je trouve que c'est un signal intéressant de cette coopération et du rôle de la mutuelle à faire ces liens entre des secteurs pour éviter simplement le conflit. Et lié à l'eau, c'est un vrai sujet. Très intéressant comme exemple, merci de nous l'avoir partagé. Alors on va prendre dans un instant quelques questions de la salle. Juste avant, j'aimerais vous demander si vous aviez un message à adresser à vos homologues, à celles et ceux qui hésiteraient encore de s'engager à agir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Alors, contactez-moi, parce que moi je cherche à travailler avec des hommes et des femmes de bonne volonté sur le sujet. Non, vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité, donc vous aurez mes coordonnées. Et puis sinon, moi, la phrase qui me vient, c'était une vidéo que j'avais vue, parce que moi je me suis lancé sur le climat il y a 6 ans, je connaissais pas grand-chose avant, j'étais plutôt du domaine technologique, data. Et j'ai été tombé sur une vidéo de Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez probablement, qui est responsable du GIEC, et qui était auditée par des sénateurs. Et donc elle racontait le sort de la planète tel qu'on vous le raconte depuis ce matin. Et puis le sénateur, qui avait envie de bien faire, lui disant « Mais Valérie ou Madame Masson-Delmotte, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et elle lui dit « Être courageux ». Voilà, un peu de courage. Donc je trouvais ça intéressant, la notion de courage, le pas de côté qu'on fait par rapport à nos métiers pour aller affronter ces sujets. Donc voilà, c'était juste l'anecdote qui, moi, en tout cas, m'aide à trouver de l'engagement au quotidien. Donc du courage et contacter Antoine, Adrien. Non, on a vu depuis ce matin qu'on est dans l'âge des défis, dans l'âge d'expérimentation. Pour nous, ça doit être un âge de l'autonomie, ne pas tout attendre de l'État. Je pense qu'on en a eu l'illustration ce matin. Et donc ça nous amène à être combatifs sur ces sujets-là. Et c'est aussi l'état d'esprit que j'ai trouvé dans le discours de la fédération. Donc ça me rend extrêmement optimiste pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors nous allons à présent vous laisser la parole. Je vois que nos volontaires sont en place. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Je sais que vous avez très envie de déjeuner, mais profitez de cette occasion. Ah, je vois le panneau numéro 4 qui se lève. Le micro qui arrive jusqu'à vous, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'intervention riche. La qualité du propos, c'était vraiment inspirant. Et comme c'est le titre du congrès, je vous en remercie beaucoup. Vous n'avez pas abordé sur la question des valeurs, la question notamment de ce qui est offert gratuitement par la nature, puisque l'on parle du dérèglement environnemental. On voit qu'on a le même problème avec les mutuelles sur le tiers payant. Ce qui n'a pas de valeur ne vaut rien. Ce qui ne vaut rien, nous le détruisons. Et donc nous nous retrouvons confrontés à un problème sur cette question de la valeur. J'aurais bien aimé vous entendre à ce sujet. Alors moi j'ai une anecdote, je suis monsieur anecdote. Il faut se méfier de la valeur, évidemment il faut donner une valeur aux choses, mais j'ai eu un débat avec un directeur financier d'une entreprise industrielle qu'on devait convaincre avec sa direction RSE de mettre un système de traitement de recyclage de l'eau. Vous savez, en circuit fermé, parce qu'il y avait des problèmes de sécheresse aux alentours. Et ce directeur financier de me dire, écoute Antoine, c'est sympa ton truc, mais ça n'a pas de rentabilité. Tu me demandes de mettre de l'argent sur un système qui n'est pas rentable. Pourquoi ? Parce que le prix de l'eau, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc je me suis dit, bon, donc j'ai suivi un peu votre raisonnement, hein, c'est une anecdote, mais je me suis dit, le prix est important. Mais en fait, je me suis dit, mais j'ai beau prendre son Excel et mettre le prix de l'eau, le multiplier par 3, par 4, par 10, ce sera toujours pas rentable. Et donc le raisonnement où je veux en venir, c'est de dire, est-ce qu'on ne doit pas changer nos modes de décision économiques et financières et donner enfin une valeur à la résilience, qui est l'éléphant dans la pièce. On en parle tous, mais personne vraiment la modélise. Et donc ce directeur financier, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a modélisé le nombre d'arrêtés sécheresse qui allait arriver dans sa région dans les 10 à 20 ans. J'ai un peu forcé mes scientifiques à sortir du bois sur ça, parce qu'il y a beaucoup de pincettes à prendre, évidemment. Et donc tout d'un coup, en fait, ils voient toutes les sommes, le nombre d'heures de production perdues, et c'est des millions, et tout à coup, il investit. Voilà. Donc en fait, je dirais que la façon de prendre le sujet, c'est de ne pas rester obsessionnel du prix et de la valeur, mais d'essayer de se battre pour donner aux gens envie de se battre pour la résilience et les amener à raisonner par le risque, en fait. Ce qui est paradoxalement pas forcément répandu dans les boîtes. Vous vouliez commenter, pardon, André. On va prendre une autre question. Lancez-vous. On dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. Belle expression.
dernier appel, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Ou est-ce que vous avez vraiment très faim? Allez, on annonce donc la fin de cette séquence. C'est ça, la fin, exactement. Merci pour le jeu de mots. Merci infiniment. Adrien et Antoine, on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour vos témoignages et pour ces éclairages. Et me concernant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. On se retrouve ici à 14h30 pour la prochaine séquence. On parlera de modèles mutualistes. Et donc, bon appétit. À tout à l'heure.